d'être ponctuel, manière de gagner du temps et donner de la place à nos orateurs. Donc le prochain orateur est Monsieur Aldrich Loudécher. On va un peu s'écarter, je dirais, de tout ce qui touche à la sécurité un peu traditionnelle. Il arrive. Merci, colonel, d'accompagner notre orateur. Je vous laisse prendre place. Monsieur Loudécher, donc. Aldrich. Voilà, petite précision. Je ne savais pas, parce que si on dit Aldrich ou Aldrich. Donc voilà, Monsieur Loudécher est chef de la sécurité au comité international olympique. Donc là, on va aborder un domaine en plus qui va être bientôt d'actualité, puisque les prochains Jeux olympiques auront lieu, d'été en tout cas, auront lieu en France, pays voisin. Ça fait 20 ans qu'il a une expérience dans le domaine de la gestion de crise. Et il a collaboré en particulier, je crois le savoir, avec l'OTAN, à un certain moment, dans le secteur de l'Afghanistan. Donc c'est quelqu'un qui en connaît un bout en matière de sécurité et de situation de crise. Donc vous connaissez la règle, Monsieur Loudécher, 20 minutes pour vous exprimer, nous expliquer tout ça, 10 minutes de questions, et puis tout ira bien entre nous. Je ferai de mon mieux. Merci voilà, beaucoup. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, merci beaucoup d'être venus aussi si nombreux. C'est vraiment un plaisir de pouvoir être là. J'aimerais vous emmener aujourd'hui dans un voyage peut-être un peu plus fou que vous l'attendez, parce qu'on va commencer dans le monde magnifique des bactéries de levure et on va terminer aux Jeux olympiques. Et le point commun entre ces deux systèmes, ça sera en fait la sécurité et comment gérer la sécurité, comment des systèmes organiques gèrent la sécurité et comment des systèmes humains, des organisations humaines gèrent la sécurité dans des systèmes complexes. Avant de me lancer, j'aimerais juste vous donner un tout petit peu mon parcours pour que vous compreniez pourquoi je prends cette approche et je ne vous raconte pas seulement aujourd'hui comment les Jeux olympiques de Paris 2024 vont se dérouler l'année prochaine. D'abord, je ne le sais pas, hein, c'est vers l'inconnu, mais on est plein d'optimisme, bien sûr. Mais de l'autre côté, le côté académique sur lequel on va un peu commencer quand on travaillera la complexité, c'est basé pas sur mon travail avec le CIO, c'est basé sur mon expérience comme soldat, c'est basé sur mon expérience comme lecteur académique dans les universités d'Autriche, où je menais aussi un centre de recherche sur les thèmes de la sécurité dans des systèmes complexes. C'est basé sur mon expérience comme expert d'éthique pour des sécurités de projet de la Commission européenne et sur mon expérience comme directeur de sécurité des grandes entreprises américaines, européennes et maintenant, bien sûr, le CIO, le Comité international olympique, qui est certainement l'organisation la plus petite, mais aussi la plus complexe, pour laquelle j'ai jamais eu le plaisir de travailler. Tout ce que je dis aujourd'hui n'est bien sûr pas la position formelle et officielle du CIO. Je parle comme Aldrich Loudécher, mais avec cette expérience en arrière-fond. Commençons peut-être, avant d'aller vers les bactéries de levure, quand même par le thème qui probablement intéresse la plupart des personnes ici, la sécurité des Jeux olympiques. Qu'est-ce que c'est la sécurité des Jeux olympiques? Normalement, on fait ce thème dans un cours avec les comités d'organisation qui dure à peu près 5 jours. Le thème sur la complexité, c'est à peu près 3 mois de universitaire. Là, on va essayer de comprimer en 15 minutes, mais je ferai de mon mieux. Beaucoup de mes diapositifs sont en anglais et vous le réalisez, c'est la première fois que je le fais en français. Alors là aussi, merci pour votre patience. Mais je vous laisse lire vous-même. La sécurité olympique, on dit, je ne l'ai jamais contrôlé, que c'est l'opération de sécurité la plus importante et la plus complexe en temps de paix. Quand on regarde les chiffres, alors il s'agit de sécuriser, mais aussi les chiffres, et je peux le dire pour Paris 2024, on parle alors de 45 000 policiers pour la nuit, la cérémonie d'ouverture sur le terrain. On parle entre 17 et 22 000 agents sécurité privés qui seront jour en jour pendant une durée de 3, 4, 5 semaines, même des fois activés sur le terrain. On parle de 10 000 militaires et on parle des différentes agences de renseignement, les douanes, l'immigration, le contrôle aérien. Alors si on fait le calcul, on n'est pas loin, prudemment, de 100 000 personnes qui travaillent que dans la sécurité d'un événement. Ça paraît lourd, ça paraît grand, c'est énorme. C'est aussi le point de criticisme qu'on a souvent, les villes hautes du futur,
qui alors sont en train d'évaluer des candidatures et tout ça, se gênent souvent sur le point des coûts de sécurité, l'impact de la sécurité sur la vie privée et la société. Et la deuxième chose, c'est souvent les coûts de la technologie, parce que c'est ces deux domaines qui n'arrêtent pas à augmenter de jeu en jeu et d'année en année. Et la raison pour laquelle je suis ici aussi, c'est pour peut-être un peu questionner ce développement. J'aimerais un peu poser la question du bon sens et de voir est-ce qu'on est dans la bonne direction en voulant faire plus de sécurité, de jeu en jeu. Et aussi, c'est un thème, je pense, qui est transférable dans les discours autour de la sécurité publique, la sécurité nationale. Bon, je vous ai promis les bactéries de levure, alors je vous les donne aussi. Un système complexe, vous le connaissez tous, je vais quand même le répéter parce que des fois c'est utile de se rappeler, c'est des systèmes qui sont alors pleins d'agents interdépendants, ils sont indépendants dans leur système, mais ils sont tous connectés l'un avec l'autre. Le plus d'agents, le plus de connexions, le plus complexe le système. Je simplifie bien sûr, mais en 2 mots c'est ça. Alors qu'est-ce qui fait ces systèmes spéciaux ? Ce qui est très spécial dans ces systèmes, c'est des systèmes qui ont réussi, s'ils sont assez adaptifs, à se adapter, à changer à la pression de l'extérieur, à l'environnement, et à de survivre. Des systèmes complexes ont 2 caractéristiques principales. Une fois, ils sont imprévisibles. Les résultats d'une situation qui appuie sur le système ne peuvent pas être prédits en avance. Ils sont non linéaires. Vous connaissez l'exemple du butterfly, je m'excuse, du papillon qui bat des ailes en Chine et ça crée un hurricane sur l'autre côté du monde. Ça, c'est l'exemple parfait d'une non-linéarité dans un système complexe. La deuxième caractéristique, c'est les propriétés ou bien caractéristiques émergentes de ce système. Ça veut dire, on prend les composantes individuelles du système, on regarde ce qu'ils peuvent faire, après on les met ensemble et tout d'un coup, il y a des nouvelles caractéristiques, des nouvelles capacités des sortes de systèmes qui n'étaient pas là si on regarde les pièces par eux-mêmes. Des caractéristiques très intéressantes, les bactéries de levure sont un système complexe, un petit, mais un système complexe qui a quand même avec beaucoup de succès, survécu pendant des centaines de millions d'années dans un environnement extrêmement dynamique qui change rapidement. Un réseau social, RIP Met Perry, et aussi un système complexe, d'une autre façon, on le connaît tous, et des structures de crise, des structures organisationnelles sont aussi des systèmes complexes. J'aimerais juste vous montrer une visualisation qui va m'amener à mon prochain pas. Ce que vous voyez là, tout sur la gauche en haut, c'est la visualisation d'un réseau de bactéries de levure en temps de paix, si vous voulez. Vous voyez, centralisation, commande centrale, sur la périphérie, ça se perd un peu. Et ce que vous voyez en bas, c'est le même réseau de bactéries, mais en temps de crise. Et la crise, pour des bactéries de levure, c'est 37 degrés de température. Ce n'est pas les mêmes crises que pour nous, mais pour eux, ça les met en situation de crise, de survie. Et ce qu'on voit, c'est un changement de la structure organisationnelle de ce réseau. Ça veut dire, il bouge d'une organisation centralisée dans une organisation décentralisée. Intéressant, parce qu'en situation de crise, on tend de penser, je suis avec vous, je suis d'accord, qu'une organisation plutôt centralisée nous aide à prendre des décisions plus rapides, plus structurées. Et c'est extrêmement important d'avoir de la leadership centralisée et forte en temps de crise. Ça, on le sait. Mais qu'est-ce qui se passe là? C'est si on regarde encore un peu plus profond, et on regarde en fait les processus qui ont lieu dans les bactéries. En temps de paix, c'est synthèse de protéines, ça veut dire on ramasse, on construit des réserves. En temps de crise, c'est utiliser ces protéines et c'est les déployer depuis le centre dans la périphérie où, indépendamment, la situation, le problème peut être géré avec les ressources qui viennent du centre. Et là, je pense qu'on est aussi la question qu'il y avait dans le groupe sur une bonne voie concernant qu'est-ce qui est le meilleur modèle. La réponse, à mon avis, après des années de recherche avec mes étudiants, c'est un modèle qui a la flexibilité de s'adapter, de bouger entre centralisation et décentralisation flexiblement en besoin de la situation. Ce qui est vachement intéressant, c'est qu'on regarde maintenant les réseaux sociaux. En haut, un réseau social, alors c'est une visualisation de liens de téléphone Natel entre des groupes de personnes dans une ville européenne. Et ce que vous voyez en bas, c'est le même réseau, mais en temps de crise. Après une attaque terroriste, dans ce cas c'était une bombe assez importante, qui a été déclenchée. Et ce qu'on réalise, c'est un peu la même structure. Une décentralisation et aussi, très très important, une activation de ce qu'on appelle les liens faibles. Des liens qui étaient peut-être un peu là entre certains groupes, des connexions qui, soudain coup, en temps de crise, deviennent importantes. Et tout le monde qui est dans le domaine
de gestion de crise qu'on ait ça. La crise est une crise parce qu'on n'a pas pu la prévoir et la prédire. Si on sait que ça vient, s'il y a des plans de pandémie, il faut se poser la question, est-ce que c'est vraiment une crise ou bien c'est une situation pour laquelle il y a un plan et on gère le plan? La vraie crise, le Black Swan, pas prévisible, pas de plan, on est tout nu. Et ce qui compte, c'est deux choses. C'est l'adaptivité, de pouvoir rapidement changer, et les capacités émergentes, de pouvoir, à travers nos contacts, nos liens faibles, soudain créer des solutions et des options qui n'existaient pas avant. Il y a alors des termes pour ça dans le monde de la sécurité. VUCA, volatilité, incertitude, complexité, ambiguïté. C'est un terme qui décrit à peu près la situation du monde dans laquelle on se trouve en ce moment. C'est une situation qui crée alors, on l'a évoqué déjà, une situation de crise en permanente. Vous connaissez le terme de la permacrise, les termes de la polycrise, ça veut dire la crise n'est pas une crise unique, mais on doit comme organisation être en capacité de gérer plusieurs crises en même temps. L'omnicrise, la crise est aussi un peu de partout. Géographiquement, très très difficile à cercler le lieu d'une crise. Pourquoi ? La complexité et la hyperconnectivité entre nos systèmes sociaux, nos systèmes technologiques, nos systèmes économiques. Qu'est-ce qu'on fait pour gérer des situations complexes comme ça? Et je vais vous donner, et c'est un peu contre-intuitif, une réponse très très simple. Il y a même un théorème qui le dit, c'est la loi de variété réquisite d'Ashby, Ashby's Law of Requisite Variety, qui dit tout simplement, si vous avez 3 types de problèmes, vous avez besoin au moins de 3 types de solutions ou plus pour gérer la situation. Je sais que c'est un peu décevant, mais il y a un peu de profondeur dans ça. Et je vais vous l'expliquer. C'est difficile des fois de parler de la complexité sans devenir un peu complexe. Alors, excusez-moi, je vais essayer d'expliquer ça rapidement. Sur l'axe gauche, vous voyez, ça monte en puissance, le nombre de situations, de stimulus qui peuvent agir sur un système. Sur l'axe en bas, vous voyez la variété, l'optionnalité, les différentes ressources, les outils que j'ai à ma disposition, que le système, un réseau, peut avoir à ses dispositions pour résoudre le problème. Si j'investis toutes mes ressources en préparation de crise, mais je suis dans un environnement très très de basse complexité, avec pas beaucoup de ressources pas beaucoup de situations qui tapent sur mon système, je me trouve dans cet espace. Je suis dans la surréaction. Ça veut dire je dépense mes ressources d'une façon non économique. Évolutionnairement, c'est la mort du système. Après quelques mois, années, jours, ça dépend de quel système on parle. À l'inverse, je me trouve dans une situation avec beaucoup d'impacts complexes sur mon système, mais je n'ai pas assez de ressources. Je suis alors dans ce domaine, je suis sous-adaptif. On sait ce qui se passe évolutionnairement. Ce qui ne s'adapte pas disparaît du plan de vie et de l'évolution. C'est la même chose pour des organisations que comme pour des organismes et des animaux. La clé alors, et on retourne vers Ashby, c'est de trouver, et là je souligne le mot, une certaine proportionnalité. Une proportionnalité dans ma préparation de crise, une proportionnalité dans les mesures que je mets en place pour gérer la situation, et aussi, je ne parle pas de situation de crise, mais gérer une situation comme un grand événement, comme les Jeux Olympiques, qu'il faut bien sûr sécuriser pour éviter la crise. Alors, vous vous dites probablement, ça fait 15 minutes que ce gars il parle sur des bactéries de levure. Est-ce qu'on va arriver aux Jeux Olympiques? Et la bonne nouvelle, c'est oui, on y est maintenant, en plein dedans. J'aimerais faire le lien, et j'aimerais que vous m'accompagniez ici pour, bien sûr, identifier maintenant que dire les Jeux Olympiques, clairement, c'est une organisation, un système adaptif complexe. Pourquoi? On a une grande internationalité, 206 pays. On a bien sûr une organisation qui est culturellement très très complexe, les fédérations de sport, les comités nationaux olympiques, la politique qui rajoute bien sûr, les broadcasters, les médias, les spectateurs, les athlètes, tout avec leurs propres demandes, tous interconnectés et interdépendants. Et on a bien sûr comme événement un impact économique, politique, social qui est stratégique et qui a une importance stratégique pour le pays dans lequel les Jeux ont lieu. Et on rajoute sur ça, bien sûr, l'aspect politique. On parle avec les talibans, on parle avec les chefs d'État des G20, c'est tout la même chose, et on est dans une situation dans laquelle on ne peut plus gérer un événement comme les Jeux Olympiques avec les systèmes et les solutions standards business as usual. Il faut des systèmes hors normes. Et pour ceux d'entre vous qui sont dans la gestion de crise, ça fait tilt dans la tête,
parce qu'on dit qu'une situation de crise est une situation qu'on ne peut pas gérer avec les standards, les systèmes standards. On a besoin de mesures de prise de décision, de communication et d'action qui sont hors normes. On pourrait dire que les Jeux olympiques sont une situation de crise pour le pays, pour nous, pendant le temps qu'ils ont lieu. Mon expérience personnelle, c'est absolument le cas, mais la réalité, c'est aussi qu'il n'y a pas que des côtés négatifs à ça. Ce qu'on voit, mais ce qu'on communique bien sûr pas assez, c'est que l'opportunité pour un pays, pour une force de police, une force de gendarmerie, les armées, les services de renseignement, la sécurité nationale, de mobiliser, d'activer ensemble, avec un but commun, toutes ces ressources en temps réel, dans des circonstances réelles où ça compte, si vous voulez faire ça dans un exercice de résilience nationale, ça ne va jamais se passer. C'est un stress test incroyable pour le pays qui peut se préparer. La préparation en moyenne des Jeux olympiques du point de vue de la sécurité, c'est 5 à 7 ans de planification, de mise en place et tout ça. Mais il y a vraiment de l'héritage sécurité qui se forme. Je parlerai un peu plus sur l'héritage dans une seconde. Bon, qu'est-ce qu'est le rôle du CIO dans l'organisation de la sécurité des Jeux olympiques? Je l'explique parce qu'il y a beaucoup de miscompréhensions sur ça. Nous, on n'est pas responsable pour l'opérationnel, pour la sécurité des Jeux. Le CIO a pris une décision, je pense, très, très saine, comme corps et comme organe de gouvernance. On a décidé de dire la sécurité, c'est le seul thème dans les 74 différents thèmes qu'on traite en planifiant les Jeux olympiques, les différents domaines. C'est le seul thème qu'on donne 100% à l'État, à la ville hôte et au pays hôte. Bien sûr, ça ne fait aucun sens qu'une organisation pas du pays vienne et commence à gérer la sécurité. Dans un contrat de ville hôte, ici de Paris 2024, qui a à peu près 130 pages, il y a 3 lignes sur la sécurité. Il y a une certaine simplicité qu'on aime bien, c'est-à-dire la ville et le pays sont les garants de la sécurité, vont mettre toutes les ressources nécessaires et proportionnelles en place pour assurer que les Jeux et l'événement soient sécurisés. Et le CIO a le droit de poser des questions, de faire des recommandations qui vont devoir être prises en considération dans l'analyse et la décision finale du pays. Je le dis parce que, d'abord, ça rencontre les principes de bonne gestion de crise, de traiter le problème où il a lieu, mais c'est aussi important de voir que le rôle du CIO, et on le compare souvent au rôle on est en montagne ici, d'un guide montagne qui sait exactement quel genre de matériel il faut prendre, qu'est-ce que la météo veut dire pour le parcours, et qui va accompagner le groupe qui va monter la montagne. Pour les golfeurs entre vous, et c'est un autre exemple qui est un peu pareil et qui a une autre dimension quand même, c'est le caddy. C'est le club de golf qu'on vous recommande, mais c'est vous, l'État, le pays, vous devez faire le shot. C'est votre jeu, c'est votre succès, mais on est avec vous et on essaie de vous transférer le plus d'informations possibles de jeux précédents pour vous donner toutes les chances à succéder. Ça veut dire, dans le jour en jour, comment est-ce qu'on gère ça avec mes conseillers de sécurité? Voilà, on est resté dans la simplicité. On a défini des grands principes directeurs. Numéro 1, la proportionnalité, pas étonnant. Pourquoi? Parce que le but stratégique, c'est de rester dans la proportionnalité, de ne pas monter chaque fois les coûts de sécurité, de vouloir faire mieux, de vouloir faire plus que la dernière fois. Au contraire, on veut aussi être dans une position où les pays osent prendre certains risques. Je ne parle pas de risques stratégiques, mais je parle du fait que de sursécuriser et de maximiser la sécurité de jeu en jeu n'est pas une stratégie qui peut tenir et qui va tenir longtemps, parce qu'il y aura un moment où les jeux vont plus avoir lieu, parce que les budgets de sécurité vont juste être trop hauts et plus justifiables. Ce qu'on regarde, c'est une structure. On veut voir une analyse des menaces, capacité, intention, présence des groupes de menaces. Les services de renseignement du pays font ça excellent. Dans le cadre de Paris 2024, un centre de renseignement olympique a été mis en place qui alors combine tous les services de renseignement qui font une analyse nationale des risques pour les Jeux olympiques. Et ça, c'est le début du process qui nous amène à l'analyse des risques, à l'analyse des vulnérabilités et qui nous amène finalement aux décisions sécuritaires.
Et c'est tellement important parce que les plus petites décisions de sécurité peuvent avoir des conséquences immenses. Pensez nouveau au système complexe, le battement de l'aile du papillon. Une petite décision de ne permettre ou de ne pas permettre des boissons dans des stades sur l'échelle des Jeux olympiques a des impacts économiques, des impacts sécuritaires qui sont importants et stratégiques. Et s'il n'y a pas cette logique de proportionnalité et d'analyse des menaces et des risques structurés en arrière-fond, ces décisions ne deviennent plus justifiables ou bien très très difficiles à justifier. Le deuxième principe, c'est le principe... avant d'aller dans le deuxième principe, j'aimerais quand même vous envoyer dans un petit voyage avec moi, vous emmener à travers l'histoire de la sécurité des Jeux olympiques. Je ne vais pas commenter ces images, j'aimerais juste que vous observez, et peut-être faites vos observations vous-même. À la fin, on va faire une petite récapitulation, mais j'ai trouvé quelque chose d'extrêmement intéressant en passant à travers les dernières 150 années, plus ou moins, bien 120, de sécurité olympique. Alors, ça commence en 1906, on est en Suisse. Les Italiens, ne surprend pas avec le style. Et on arrive à la fin. Et bien sûr, comme Autrichien, c'est que je m'excuse. Ça, c'est la façon dans laquelle les Autrichiens ont mis les militaires dans les arbres pour Innsbruck 76. J'ai dû le rajouter, j'ai le droit de le dire. Je suis moitié Autrichien, moitié Français, ce qui me fait en moyenne suisse. Mais voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez pu observer ? On n'a pas beaucoup de temps pour faire des grands Q&A, alors j'y vais directement. Mais ce qui m'a d'abord choqué et qui m'a vraiment amené à une réflexion, c'est que dans 130 ans de sécurité, et là on parle vraiment de la sécurité des stades, du cœur, il y a beaucoup de mesures de sécurité nationale qui sont autour de tout ça, mais dans ce domaine de la sécurité, il n'y a eu presque aucun changement depuis 1906 à maintenant. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit des fences, des clôtures, on voit des X-rays, on voit des magnétomètres, mais au centre de tout ça, on voit l'humain. On voit l'agent de sécurité, le soldat, le policier qui des fois soutient aussi ce genre d'opération. Et pourquoi ? Dans mon avis, il y a deux modèles d'explication. Ma première réaction, c'était on n'a vraiment pas innové dans la sécurité des Jeux olympiques. Tous les autres domaines explosent, la technologie, AR, VR, Artificial Intelligence, et nous, on fait toujours encore la même chose qu'il y a 130 ans. C'est parce que si on repense à nos systèmes de bactéries et de levures, s'il y a quelque chose qui fonctionne dans un environnement extrêmement complexe et adaptif, ça peut avoir deux raisons. Numéro 1, l'environnement est en fait pas très demandant, ce qui n'est pas le cas, on le sait, pour la sécurité des Jeux olympiques. Ou bien explication 2, c'est un système qui est adaptif, assez adaptif pour gérer ce qui se passe dans l'environnement, pour s'adapter et pour fonctionner dans cet environnement qui change en permanence. Et quand il y a quelque chose qui fonctionne pour 130 ans, il faut se poser la question, il faut être très très prudent si on veut vraiment changer certains principes. Je suis convaincu qu'on est avant une grande vague de technologie et intelligence artificielle qui va complètement changer les données dans la façon dont on fait la sécurité en général, mais aussi la sécurité dans les Jeux olympiques. Alors, je termine dans 2 minutes. Le deuxième principe, le principe d'intégration, il ne faut pas beaucoup expliquer, je pense. Vous voyez sur le côté gauche le spectre de menaces qui alors a l'impact sur les Jeux, et sur le côté droit, les réponses et les outils qu'on a, c'est tous les agences nationales du pays qu'il faut intégrer d'une façon, bien sûr, extrêmement judicieuse, très compliquée. Et j'aimerais là juste soulever un très joli exemple. Je passe là rapidement sur les détails. Mon général, vous me permettez, lors de la dernière International Security Conference à Paris, où il y avait toutes les délégations internationales, on avait, je pense, pour la première fois, le RAID, le GIGN et la BRI, qui, sous contrôle du GIGN, ont, et corrigez-moi si je dis des bêtises, mais pour la première fois développé une stratégie et un concept d'opération intégré entre les forces spéciales de la police pour le contexte des Jeux olympiques, parce qu'il y a eu cette réalisation que c'est quelque chose qui n'a jamais été là, d'une complexité où il faut des nouveaux outils et des nouvelles méthodes. Alors, je vais directement dans ma conclusion. Une sécurité efficace,
Une sécurité efficace nécessite une évaluation réaliste des risques. On l'a dit, il faut cette structure et pas des réactions qui sont motivées par la peur. Les compromis en matière de sécurité doivent être soigneusement équilibrés par rapport aux coûts pour d'autres valeurs telles que la vie privée, la liberté et les impacts socio-économiques que cette sécurité a. La psychologie humaine est un immense facteur, on en a parlé dans la pause avant. Il y a des peurs qui vont être exagérées, qui peuvent être exagérées par la politique et par le marketing. Et la sécurité est un processus qui nécessite la flexibilité, l'adaptivité et pas la prévention totale. On ne peut pas anticiper chaque menace et tout sécuriser. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous dans nos lignes directives quand on rentre dans les pays pour travailler sur la sécurité avec les pays qui sont responsables? On analyse les risques de manière empirique, on utilise des systèmes et des méthodes éprouvées, on sous-estime pas les risques quotidiens, bien sûr le risque terroriste, le risque drone, ça c'est les grands risques stratégiques, mais on oublie souvent normalement les petits risques qui peuvent s'accumuler. On évite la tentation d'adopter des mesures trop extrêmes juste pour sécuriser l'objet, sans vraiment penser aux restrictions sur les libertés civiles, les droits de l'homme et d'autres thèmes. Et on cherche bien sûr des politiques et des technologies de sécurité profitant à la société, où il y a de l'héritage dans la sécurité, et pas seulement à des groupes d'intérêt spécifiques ou bien à un autre événement. Je sais que c'était une présentation très chargée. J'espère que j'ai pu vous emmener un peu sur ce voyage. Voilà, je termine. Je n'ai pas regardé le temps, mais vous êtes encore muet. Alors je pense que c'est bon. Parfait. Non, sinon je serais intervenu. Bravo. Merci. Merci. Avant de passer aux questions du public, j'en ai une. Simplement, aujourd'hui, dans un monde en crise, on peut le dire, en tout cas depuis quelques années, la course au gigantisme des JO, que ce soit les JO d'hiver ou les JO d'été, est souvent remise en question. Beaucoup de gens réfléchissent sur cette question-là, parce que le corollaire, c'est bien sûr un système de sécurité de plus en plus complexe, de plus en plus engagé et tout. Quel est votre avis sur cette question ? Oui, je pense que c'est une question extrêmement importante à poser. Je pense personnellement que ça ne peut plus continuer dans cette même cadence, dans dynamique, oui, dans cette même dynamique. Je pense que là, je parle aussi pour le CIO, on encourage vraiment les villes et les pays hôtes du futur de s'engager avec des visions qui sont différentes. Il y a certains principes, bien sûr, sur lesquels les jeux doivent fonctionner. Mais voilà, juste récemment, Milan Cortina 2026, qui va utiliser les infrastructures autrichiennes pour les compétitions de luge. C'est la première fois qu'on fait des jeux éclatés. Oui. Mais ça devient une nécessité. La sécurité va devoir suivre, ça c'est le cas. On a eu des situations, il y a 4 ans, on a travaillé sur des stratégies pour réduire les coûts et les complexités des jeux. Ça veut dire, on a dit aux pays hôtes, vous pouvez vous éclater, vous ne restez pas dans une ville, vous allez dans tout le pays parce qu'il y a des infrastructures qui existent. On pensait réduire les coûts et la complexité, on a peut-être réduit les coûts, on a augmenté la complexité parce que du point de vue sécurité, on n'a plus une structure à sécuriser, on en a 4 ou 5 dans un pays. Alors, on est en process de découverte aussi. Les Jeux olympiques, ça a une longue durée, 10 ans de préparation, 12 ans de préparation. Des décisions qui sont prises aujourd'hui peuvent être regardées très très critiquement dans 7 ans. Mais il faut les voir dans le contexte dans lequel ils ont été prises, au moment qu'ils ont été prises. Et c'est ça où vers l'inconnu, je pense, est vraiment un bon slogan, parce que c'est exactement ça ce qu'on fait. On se lance dans une aventure, chaque fois, avec chaque jeu. On ne connaît pas comment ça va se terminer, mais il y a définitivement beaucoup d'appétit pour accepter, pour évaluer des stratégies différentes, des Jeux olympiques différentes, qui sont aussi future-proof, qui tiennent le futur et qui ont l'acceptance de la population. C'est ça qui compte, en fait. Et dans des contextes politiques, sociaux, tout à fait différents parfois, qui sont parfois des facteurs qui rendent encore les choses plus compliquées. Très bien. Questions. Là, je pense qu'il va y en avoir des questions. Oui, monsieur. Allez-y. Attendez, on vous amène un micro. Voilà, allez-y. Monsieur le directeur, compte tenu de la nature par essence totalement imprévisible des événements qui se déroulent actuellement au Proche-Orient, dans ce conflit israélo-palestinien, compte tenu des risques sérieux d'embrasement qui en viendraient à remettre en cause jusqu'à la tenue même des Jeux 2024, est-ce que le syndrome de Munich 1972 vous empêche de dormir ?
C'est une excellente question et j'avoue que j'ai des nuits où je dors mieux et des autres où je dors moins bien. Munich 72, l'anniversaire 50 ans était l'année dernière. On s'est beaucoup concentré sur qu'est-ce que ça veut dire. L'escalation récente au Moyen-Orient crée bien sûr des mémoires et un contexte difficile, mais les préparations des derniers 7 ans avec les systèmes de sécurité nationale, les organismes de sécurité nationale de la France m'ont convaincu qu'il est possible, même dans la situation dans laquelle on est en ce moment, d'organiser ces Jeux en toute sécurité. Aussi, je suis convaincu que comme organisation, comme comité, mais aussi comme mouvement olympique, je parle plutôt là du mouvement olympique et de l'idée, on parle d'un système qui est vraiment adaptif, qui a réussi à passer à travers des phases très très difficiles, des phases moins difficiles, mais c'est un système qui a une certaine intelligence et qui sait apprendre. Je pense que les leçons de 72 ont été apprises, pas seulement par nous, ce n'est pas nous qui sommes responsables, mais par chaque équipe de sécurité. Et le général Réty, je pense, est très très proche de ça et pourra parler aussi de ça. Chaque force spéciale de police, mais chaque firme de sécurité privée a bien sûr ça en tête. Et beaucoup des préparations et une concentration, je dis presque peut-être disproportionnée sur la lutte contre le terrorisme, la lutte contre les drones, la lutte contre les scénarios terroristes est mise en place. Et je vous dis, main sur le cœur, je ne sais pas ce qu'on pourrait faire de plus que ce que les Français font en ce moment pour la préparation pour Paris 2024. Je suis bien sûr un optimiste, mais je suis aussi un réaliste et un pragmatique. Ça fait 6 ans que je travaille avec eux, très très profondément, avec des experts et des conseillers. Et oui, on ne sait pas ce qui va se passer du jour en jour. Mais ce qu'on sait faire, et ça c'est aussi une dimension des systèmes complexes, on ne peut pas prévoir où la météo va être exactement dans 2 minutes, mais on peut voir des tendances, on peut identifier des directions et des mouvements. Et c'est là, sur les grandes lignes, on a encore 7 mois à peu près, où on voit que les directions, les tendances, même avec un environnement politique difficile et turbulent, ils vont quand même dans les bonnes directions. J'espère que ça répond à votre question. Voilà, on verra à ce moment-là ce qui se passe. Autre question? Allez-y. Ah. La fatigue se fait sentir. Non. Jeux Olympiques. Oui. Mademoiselle aspirante. Monsieur, aspirante Ramirez, est-ce que dans le cadre d'une organisation des Jeux Olympiques en Suisse, pensez-vous qu'il y a suffisamment de personnel pour assurer une sécurité optimale? J'aime bien le choix des mots, vous avez dit optimal et pas maximal. Et c'est exactement dans ce contexte que, bon, on n'a pas encore passé un stage où normalement on fait une évaluation des capacités sécuritaires du pays. On a un discours et un dialogue très très approfondi avec la filière sécurité privée, bien sûr les organismes de sécurité de l'État. Et c'est après qu'on prend une décision, on dit oui, on croit qu'ils peuvent le faire. J'habite en Suisse depuis 7 ans. J'ai aucun doute que les ressources seront là, sont disponibles et que dans le contexte de la Suisse, avec un niveau de menace et de risque qui est quand même assez bas comparé à vos voisins, et une structure très très efficace de la sécurité nationale, des problèmes de trouver assez d'agents en sécurité privée, il les aura. C'est tous les Jeux la même chose, c'était Londres, c'est Rio, c'est Paris, mais ça c'est pas un problème qui va stopper les Jeux et qui va pas mettre la Suisse en une position excellente de pouvoir faire délivrer des Jeux Olympiques très très sécurisés. Merci. Une dernière question, puisqu'on arrive au... la dernière, c'est bon. Alexander Elmir, je pense que vous avez abordé la question de manière sibylline, mais j'aimerais bien avoir quelques précisions. Vous devez faire un arbitrage, vous avez parlé d'optimisation, un arbitrage entre la sécurité et les activités. Est-ce que la sécurité peut primer sur les activités, à savoir réduire la durée des Jeux, réduire le nombre d'activités et réduire les différents lieux en fait ? Merci, c'était une excellente question. Quand j'ai commencé mon travail au sein du CIO, c'était la première fois qu'il y avait un directeur sécurité ou un chef de sécurité. Le directeur général m'a dit, ben voilà, bienvenue, tu es là pas seulement pour nous dire qu'est-ce qu'on doit faire,
Mais ce qui est plus important pour nous, c'est de nous dire qu'est-ce qu'on ne doit pas faire dans la sécurité. Parce que c'est facile de tout faire, c'est pas facile de décider où est-ce qu'on prend certains risques pour prioriser le bon déroulement de l'événement, par exemple. Alors, votre question, pour la répondre très très clairement, la sécurité a la décision finale quand l'impact concerne la vie de personnes. Il n'y a aucun doute. Il y a des clauses de contractuelles aussi, temps de guerre, temps de terrorisme et tout ça, qui peuvent même potentiellement stopper les jeux. Jamais eu lieu, mais ce n'est pas impossible. La décision sécuritaire, la dernière décision, n'est pas l'organisateur ni le CIO, si ça concerne la sécurité. La dernière décision est avec le responsable de sécurité. Dans le cas de Paris 2024, c'est le ministre de l'Intérieur et le président de la République, avec le mandat donné au préfet Laurent Nunez pour tout ce qui se passe à Paris, Île-de-France. Mais c'est les décisions sécuritaires qui vont avoir le dernier mot si l'impact concerne la santé, la vie de personnes. Très bien. On va en rester là. Merci à vous pour cet exposé très intéressant. Et qui a l'exposé qui a le mérite de mettre en exergue les risques que peuvent courir aujourd'hui des Jeux Olympiques, à l'instar de ce qui va se passer l'année prochaine en France. Voilà, on va accueillir notre nouvel intervenant, Monsieur Ghislain Réty, mais qui est surtout commandant du GIGN. GIGN, groupement d'intervention très connu en France, mais dont la réputation a franchi il y a bien longtemps bien les frontières françaises. Ghislain Réty, bienvenue, merci de vous accueillir. La parole est à vous. Merci surtout pour l'invitation et je remercie Alain pour aussi son hospitalité et toutes ses équipes pour l'organisation. Traditionnellement, je n'interviens pas sur les soft skills, qui sera le sujet, et au-delà des soft skills, c'est un petit peu l'humain, comment l'humain drive au sein du GIGN tous nos modes d'action. Mais quand j'ai vu le sujet, je me suis dit, puisqu'il faut être peut-être un petit peu décalé, j'ai décidé d'intervenir sur ce sujet, et ça m'a forcé un petit peu à réfléchir sur ce qu'étaient les soft skills au sein du GIGN, puisque jamais ils n'avaient été définis. Alors volontairement, je vais démarrer par le soft skill que j'estime le plus abouti. C'est ce que j'appelle le respect de la vie humaine. C'est vraiment ce qui a forgé, selon moi, un petit peu la légitimité, qui a construit l'unité et qui aujourd'hui fait que le GIGN est assez connu en France et je pense, comme ça a été souligné, à l'étranger. Donc c'est le fil rouge vraiment de toutes nos missions, de tous nos engagements, c'est le fil rouge de notre quotidien, c'est un petit peu notre ADN, c'est un petit peu notre marque de fabrique et c'est ce qui drive aussi bien en entraînement qu'en mission le GIGN. Et pour bien comprendre la portée de cette notion, parce que le respect de la vie humaine, je crois que c'est ancré pour tout le monde, pour toutes les unités, mais il faut savoir que le GIGN intervient bien sûr sur les crises terroristes, c'est un petit peu sa finalité, il a été créé suite aux Jeux Olympiques de Munich, donc parce qu'il n'y avait pas d'unité dédiée à la prise d'otages. Mais en fait, elle intervient aussi au quotidien sur de nombreuses crises, puisque le GIGN, c'est 2500 missions par an, environ 6-7 missions par jour. Donc en fait, on intervient beaucoup sur la grande délinquance, on intervient dans le cadre d'enquêtes judiciaires, pour des braquages, pour des trafics d'armes, dès qu'il y a une dangerosité, pour des auteurs d'homicide ou plein d'autres. Je vous dis, les critères, c'est la dangerosité, c'est la difficulté technique ou la sensibilité éventuellement. On intervient aussi sur des individus qui sont souvent seuls, retranchés, il y en a beaucoup en France, parce qu'ils sont soumis à la misère sociale, parce qu'ils sont sous l'emprise de l'alcool, parce qu'ils sont sous l'emprise de dépression, de problèmes familiaux. Et là, bien évidemment, notre seul objectif, c'est bien de les remettre à la justice s'ils ont commis des actes délinquants, mais souvent, malheureusement, à des hôpitaux psychiatriques ou autres. Donc, ce que je veux dire, c'est que le GIGN intervient donc, dès qu'il y a un risque, et ce risque, on le matérialise, on le verra dès la formation. Pour le GIGN, il n'y a pas de hiérarchisation dans la vie des individus. Alors c'est bien sûr le respect de la vie des otages. Quand il y a des otages, c'est le respect de la vie des individus retranchés, quand ils sont seuls, donc sans otages. Et au cours des 40 dernières années, donc depuis 1984, on se glorifie un petit peu qu'il n'y ait eu aucun otage de tué, plus d'1 millier d'otages libérés, mais aucun tué, ni même blessé.
Et j'enlève les actes terroristes sur les auteurs terroristes, sinon il n'y a aucun individu qui a été tué par le GIGN. Alors c'est la vie des preneurs d'otages, comme je l'ai dit, des truands, des forcenés, mais pour nous, toutes les vies sont un petit peu équivalentes, y compris équivalentes à celles d'un membre d'unité. Donc on l'a payé cher, hein, puisque au GIGN, on a eu 17 morts depuis la création du GIGN, 3 en mission, 14 à l'entraînement. Mais sur les 3 missions où on a eu une personne décédée, les auteurs ont été interpellés vivants, à main nue, sans même être blessés. Alors aujourd'hui, notre politique, bien évidemment, elle évolue un petit peu, notamment à l'entraînement, où on prend un petit peu moins de risques qu'avant, mais j'y reviendrai un peu. Sa prise de risque nécessaire, ça a été souligné par Aldrich, elle est nécessaire dans toutes les phases de conduite des opérations, et y compris des phases d'entraînement. Donc, au risque de mettre un petit peu au chômage technique Silke et l'ensemble de ses confrères français, pour nous, enlever la vie à quelqu'un, c'est un échec. Et j'ai même vu des fois des missions qui se terminaient très très bien, où il y avait un auteur blessé, et traditionnellement on fait un repas à la fin de chaque mission. Et quand il y a un auteur de blessé, on estime que c'est un échec et on ne fait pas de repas. Alors pour ça, on utilise tous les leviers pour reculer l'usage des armes. Bien évidemment, c'est la négociation, le dialogue, dans le sens très abouti du terme, qu'on essaiera d'entretenir le plus longtemps que possible. Après, on essaiera de faire des actions beaucoup plus en souplesse, par des diversions, par ruse, par autres moyens. Et l'assaut, pour nous, est le dernier recours. Et si jamais si on doit faire usage des armes, on essaiera de viser, si possible, l'épaule armée, pour non pas des tirs à tuer, mais des tirs à neutraliser. Et là encore, il y a des graduations dans l'usage des armes. Ça a été dit par le général Cazobiel. On a des armes non létales, on a des équipes cynophiles, et on a d'autres. Et enfin, en dernier ressort, l'arme létale au sens large du terme. Alors vous allez me dire en quoi ça dissipe le brouillard de la guerre. En fait, ça guide tous nos modes d'action pendant la crise. En amont, ça guide notre réflexion, c'est-à-dire tous nos modes d'action vont être guidés pour aboutir à la reddition ou à la neutralisation en souplesse de l'auteur. Et pour le choix des armes utilisées, là aussi, j'y reviens, on a développé nos propres munitions, on a développé nos propres armes pour réduire au maximum la létalité si jamais on doit faire usage de nos armes. Un deuxième soft skill que j'ai pris parmi tant d'autres, hein, mais il faut bien faire des choix arbitraires, c'est l'abnégation. Alors, ce n'est pas le propre du GIGN, hein, je crois que tout militaire, tout policier, tout serviteur de l'État d'ailleurs, et tout pompier, et il y a de nombreux aspirants dans cette salle, et je m'en félicite, on rentre dans une unité comme celle-là par vocation. C'est une sorte de véritable sacerdoce. Il faut bien évidemment avoir la volonté de servir la collectivité, penser aux autres avant soi-même, parfois même avant sa famille, mais ça aussi, je vous dis, c'est pas le propre du GIGN, même si je pense qu'au GIGN, c'est un petit peu poussé jusqu'au bout. Voilà, moi, dans les tests de recrutement, j'en dirai un petit mot tout à l'heure, le critère principal, c'est pas se servir du GIGN, c'est bien servir au GIGN. On est là pour servir une collectivité, et je pense que c'est ce qui va guider un petit peu le recrutement, mais et plein d'autres choses ensuite. On est vraiment dans une logique d'honneur et non pas dans une logique de contrat. Le militaire du GIGN, comme tout fonctionnaire de police ou militaire de la gendarmerie, il n'est pas payé à la mission, il a son salaire à la fin du mois, quelle que soit la prise de risque qu'il prend. Et aujourd'hui, moi, je m'aperçois qu'au GIGN, je suis entré au GIGN en 1995, donc j'ai fait des passages successifs, mais j'attaque ma 17e année et j'ai fait tous mes grades. J'ai mis 27 ans, on va dire, pour comprendre que la plus lourde sanction au GIGN, c'est pas un blâme du ministre, non, c'est pas un retrait d'emploi où il perdrait des financements, c'est je le supprime des missions. Voilà, je ne l'envoie plus en mission pendant 2 mois, 6 mois, 1 an, c'est ce que j'ai fait dernièrement. Et là, je m'aperçois que c'est certainement la plus lourde sanction parce que le militaire du GIGN, il rentre pour partir en mission et c'est un petit peu son ADN et c'est ce qui l'anime au quotidien, quoi. Et le fait de le supprimer de l'émission, le fait qu'il ne se sent plus appartenir à une élite, ne se sent plus appartenir au groupe, et ça, pour lui, c'est une sanction qui est extrêmement lourde, et en plus, ça a des vertus pédagogiques pour l'ensemble des autres. L'abnégation, c'est aussi, là aussi, c'est pas le propre du GIGN, mais c'est aussi accepter d'être blessé, voire donner sa vie, bien évidemment.
Fort heureusement, on ne risque pas sa vie sur toutes les missions. Hein. La technologie fait qu'on est de mieux en mieux protégé. Nos modes opératoires aussi évoluent pour limiter au maximum la prise de risque. Pour autant, on s'aperçoit qu'au bout d'une vingtaine d'années au GIGN, ce qui est la durée moyenne d'un militaire au GIGN, on a quand même plus de la moitié des effectifs qui ont été grièvement blessés. Donc c'est quand même un lourd tribut. Et le corollaire de cette abnégation, c'est la confiance. La confiance en interne, elle facilite beaucoup de choses. Elle permet de fluidifier les décisions et d'atténuer les frictions. Elle contribue vraiment à l'esprit d'équipe et au partage des informations. Alors j'ai volontairement mis une image et non pas une vidéo, mais vous la retrouverez sur YouTube éventuellement. Ça, c'est un rituel qu'on fait à la fin de chaque formation. Chaque opérateur, donc à la fin de son stage qui dure 1 an, porte un gilet pare-balles, et sur ce gilet pare-balles, on pose un petit plateau d'argile, et il y a un tireur à 15 mètres qui vient tirer à balles réelles sur le plateau d'argile. Et tout le monde passe comme tireur, et tout le monde passe comme réceptionneur du tir. Et volontairement, moi, je me mets, en tant que commandant du GIGN, sur les 2-3 premiers tirs, je porte moi-même le gilet pare-balles. Ça prouve aussi la confiance que peuvent avoir l'ensemble des subordonnés envers leur chef, et le chef envers ses subordonnés. La confiance, elle se fait aussi avec les partenaires. Hein. Je crois que c'est primordial en période de crise. Si on ne se connaît pas en amont des crises, cette confiance, il faut prendre du temps pour la gagner. Et s'il y a bien quelque chose qui nous manque en temps de crise, c'est le temps. Donc tout ça, ça se travaille en amont. Et c'est aussi pour ça qu'on fait participer de temps en temps notre ministre de l'Intérieur ou même notre président de la République qui a accepté de se prêter à ce jeu de rituel. Le rôle du chef, c'est aussi et c'est la continuité de la confiance, c'est un petit peu de prévoir l'imprévisible. Donc Aldric l'a très bien évoqué. Il faut anticiper, il faut envisager un maximum de scénarios, même les scénarios les plus improbables. Même si après réflexion, il faut souvent écarter certaines hypothèses, mais en tout cas, à la réflexion à froid, quand on peut se le permettre, il faut s'écarter aucune piste de réflexion. Et pour ça, il faut savoir prendre des risques. Ça a été dit aussi, mais je le répète, il n'y a pas une mission aujourd'hui où il n'y a pas une prise de risque. Et on pourrait refuser des missions en disant il y a trop de risques, on va ce qu'on appelle nous bleuir, c'est-à-dire on va mettre du gendarme pour éviter qu'un flagrant délit sur une banque ou sur un trafic de stupes, on va empêcher qu'il passe la frontière. Non, il y a forcément une prise de risque, il faut l'assumer, il faut l'accepter, il faut en prendre sa part de responsabilité. Donc le risque, il se calcule en amont, il s'évalue en tout cas, mais à un moment, il faut bien que le chef il assume cette prise de risque. Et je fais un petit aparté sur le retour d'expérience. Je vais vérifier ma montre de fur et à mesure. Le retour d'expérience, pour nous, on assume le risque en amont, en tout cas on l'évalue, et au retour d'expérience, systématiquement, chacun est mis à nu. C'est un petit peu aussi la spécificité du GIGN, il faut accepter l'erreur. La prise de risque va forcément avec l'acceptation des erreurs. Et un retour d'expérience au GIGN, ça se fait à plusieurs étapes, mais en tout cas l'étape la plus importante, c'est celle qui se fait juste après la mission. Et là, y compris le chef doit accepter d'être critiqué dans ses choix, il doit pouvoir les justifier et éventuellement reconnaître ses erreurs. Quatrième soft skill, il n'est pas souvent évoqué parce qu'il est un petit peu tabou, parce qu'on confond souvent intuition avec un petit peu tout ce qui touche à la cartomancie, etc. Pas du tout. Au GIGN, comme vous imaginez, on a souvent quand même des crises acinétiques rapides, donc c'est des prises de décision qu'il faut prendre quasi immédiatement. Un véhicule fonce sur le dispositif, est-ce que je m'écarte, est-ce que je le percute de plein fouet? Un individu sort une arme, est-ce que je dois tirer, est-ce que je dois riposter, quel type d'arme, comment, voilà. Où est-ce que je me place si mon partenaire n'est pas dans la même pièce, etc. Donc c'est des prises de décision extrêmement rapides, donc il faut des grosses capacités d'adaptation, et moi je pense qu'il faut des grosses capacités d'intuition. Alors, je voulais faire un petit focus sur cette intuition parce que je vais reprendre une citation du général Jules Leval qui écrivait en 1878 dans son introduction à la tactique militaire que le raisonnement et le calcul, autrement dit la méthode rationnelle, permettent seuls d'enfanter quelque chose. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Je reste persuadé que ce qu'on appelle l'intuition ou l'intelligence intuitive,
C'est vraiment une réelle voie de décision, une réelle voie de gestion de crise, axée non pas sur l'intelligence dite rationnelle, mais sur l'intelligence dite intuitive. Alors aujourd'hui, le mécanisme est bien décrit. Il y a beaucoup d'études là-dessus qui permettent de démontrer qu'on arrive à prendre des décisions qui sont parfois même meilleures que les décisions prises à froid rationnellement, tout simplement parce que le cerveau, il engrange énormément de choses et que l'intelligence, c'est quelque chose qui... Je crois que c'est... qui disait que l'intuition, c'est l'intelligence qui fait un excès de vitesse. Voilà. Et moi, je crois beaucoup à ça. Et nous, dès les tests de sélection, on va rechercher un petit peu cette capacité à avoir des prises de décision extrêmement rapides, basées sur des sentiments qui sont difficilement contrôlables. Donc c'est bien la saisine immédiate à la solution d'un problème, c'est le résultat d'une construction intellectuelle instantanée, le fruit d'une mise en adéquation d'expériences et de connaissances, avec la capacité de les interconnecter et de les traiter inconsciemment. Je voulais faire un parallèle, je ne sais pas s'il y en a qui jouent aux échecs, là. Voilà. Moi, j'ai joué un petit peu aux échecs. J'ai toujours été stupéfait de voir que les grands maîtres d'échecs, je prends les grands comme Magnus Carlsen et Maxime Vachier-Lagrave, sont capables en 2 secondes, là où vous allez mettre 8 heures en réfléchissant, peut-être avec un camarade, etc., eux, en 2 secondes, ils ont tout de suite la bonne réaction. Et quand on les écoute, ils disent je la vois, je vois la pièce qu'il faut jouer, parce qu'ils ont engrangé beaucoup de parties, parce qu'ils ont étudié beaucoup d'ouvertures, de fermetures, etc. Donc c'est exactement ça l'intuition, et je pense qu'il faudrait la développer beaucoup dans les écoles de police. Et en tout cas, ça devrait être un critère pour moi de sélection parmi les futurs candidats dans toutes les unités, quelles qu'elles soient. Alors cette intuition, elle me paraît capitale parce qu'elle dissipe vraiment le brouillard de l'incertitude. Ça constitue une vraie source de créativité. C'est un atout majeur en période de crise. L'intuition peut traiter un grand nombre illimité de variables, ce que ne peut pas faire souvent l'intelligence rationnelle. Elle est instantanée, c'est ça qui est bien. C'est-à-dire que l'intuition, elle est immédiate. On n'a pas besoin de temps, on n'a pas besoin de réfléchir et d'exposer. L'intuition s'affranchit de renseignements souvent très précis. C'est-à-dire qu'on a une illumination qui vient un petit peu là-dessus. Voilà. Donc je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais je serais ravi de discuter avec vous sur cette thématique qui m'importe beaucoup. Alors comment on va mettre tout ça en œuvre? Donc, parce que les soft skills, bien évidemment, on va les développer au cours d'une carrière au GIGN, mais on mise beaucoup sur la sélection. La sélection au GIGN, elle dure 3 mois. 3 mois, c'est très long. En fait, comment ça se passe? On a environ tous les ans 300, 400 candidats qui postulent pour venir au GIGN. Et ce sont déjà des candidats qui arrivent aujourd'hui avec des préparations mentales, des préparations physiques, qui ont été sélectionnés même par leurs unités, par leur région. Voilà. Sur ces 300 candidats ou 400 candidats, au final, je n'en retiens que 15, voire 20 certaines années, comme cette année. Donc ce sont des gens qui arrivent tous bien préparés, bien motivés. Beaucoup quittent, par exemple, les armées, les forces spéciales pour venir au GIGN. Et le problème dans les tests de sélection, c'est que, pour savoir notamment s'il va disposer de tous les soft skills nécessaires, c'est qu'au cours des entretiens, le candidat en fait nous déclare un petit peu ce qu'il veut, absolu. Et au cours des mises en situation, le candidat, là aussi, il sait qu'il ne va pas mourir, il sait qu'on ne va pas l'amputer, il sait qu'il ne va pas être mutilé, en tout cas volontairement. Après, on n'est pas à l'abri d'un accident, même on essaie de limiter. Mais on peut lui demander de sauter d'un pont, il sait qu'il est attaché. Donc dans l'absolu, il sait qu'il ne risque rien. On va lui demander de faire 50 mètres d'apnée, mais au pire, s'il s'arrête à 40 mètres et qu'il tombe en syncope, ce qui arrive, il sait qu'il y a un plongeur tout de suite qui va le réanimer. Donc ça, c'est important. Donc en fait, on se rapproche le plus possible de la réalité dans ces tests qui durent 3 mois. Et on va jouer sur d'autres leviers. Ces leviers, ça va être la fatigue, ça va être le froid, ça va être les situations d'échec, ça va être des mises en stress. Et là, on s'aperçoit qu'en 3 mois, la véritable personnalité des gens commence vraiment à émerger. Et c'est à partir de là qu'on va vraiment commencer à sélectionner nos candidats. Moi, si j'ai le moindre doute sur un candidat, comme j'ai 400 candidats, je l'écarte. C'est dur, c'est parfois injuste, mais en tout cas, on est toujours nivelé par son maillon le plus faible. Donc, je ne prendrai aucun risque sur les candidats aujourd'hui, parce que je peux me le permettre, parce que j'ai 400 candidats par an. Voilà. Et la nature humaine, elle est vraiment ce qu'elle est, c'est-à-dire que quand on pousse les gens vraiment dans leur retranchement, ils se révèlent, et c'est vraiment là où on voit la véritable personnalité. Je note aussi que 75% en fait, des candidats abandonnent.
C'est-à-dire qu'ils arrivent, je vous l'ai dit, bien préparés, bien motivés, mais en fait, on les met tellement en échec et on les met tellement en situation, on les pousse à bout, sans humiliation, sans rien. C'est toujours constructif, c'est pédagogique, on leur explique les tenants et les aboutissants, mais en fait, ils s'aperçoivent soit d'eux-mêmes qu'ils ne sont peut-être pas faits pour le GIGN, soit qu'ils ne sont pas assez motivés, soit qu'ils ne feront pas partie des heureux élus à la fin. Donc, premier levier, la sélection. Deuxième levier, la formation, les entraînements. Je ne vais rien vous apprendre. Donc ces soft skills, on va les développer en permanence, on va les maintenir au cours de tous nos entraînements. La formation initiale dure un peu plus de 14 mois. Et après, on essaye d'avoir des entraînements le plus réalistes possible. Je vous ai cité tout à l'heure le chiffre de 17 morts, donc 14 à l'entraînement. Aujourd'hui, on a changé un petit peu de politique. On s'assure quand même un maximum pendant les épreuves. On effectue un maximum de tirs à balles réelles, mais pour autant, on décloisonne quand il y a des personnes. Voilà. Donc on va dire que heureusement, on a eu un seul décès à l'entraînement sur les 15 dernières années, mais on a payé le tribut pour créer un petit peu ces soft skills à la création du GIGN dans les années 70, 80, voire 90. Voilà. Et ces entraînements, on essaye de les diversifier au maximum. L'adversaire n'est jamais le même en situation réelle. Les lieux sont différents. À chaque fois, il y a des paramètres et on ne peut pas tous les démultiplier. Donc, on n'a aucun schéma type. Ça, c'est un de nos principes aussi. On a des principes d'action, mais on n'a aucun schéma. Et à chaque fois, on remet tout en cause. Et ces entraînements nous permettent de remettre en cause. Et c'est surtout les missions. Pourquoi on fait 2500 missions alors que la mission ultime et pour laquelle on a été créé, c'est vraiment la mission qui n'arrive une fois tous les 10 ans. Hein. C'est UVA en 88, c'est Marignane en 94, c'est les frères Kouachi en 2015, c'est la prise d'otage du Ponant au large de la Somalie. Mais ça, c'est la mission, voilà, je vous dis, qui arrive une fois tous les 10 ans. Donc pour maintenir un petit peu et entretenir tous ces soft skills, c'est avoir un maximum de rétextes au quotidien, au-delà de motiver l'ensemble des personnels. On essaye c'est pas le milieu du spectre, c'est quand même le très haut du spectre, mais on est engagé sur l'ensemble des missions du ressort de la gendarmerie. Il y a des unités, les Allemands, par exemple, le GSG9, qui a choisi de s'engager uniquement sur le très haut du spectre. Du coup, je pense qu'ils ont moins de volontaires et ils perdent en rétexte. Après, ça a d'autres avantages, ils se concentrent uniquement sur le contre-terrorisme. Le fait de s'engager dans ce milieu du spectre, c'est aussi très important pour développer donc, ces soft skills, j'y reviens, parce que chaque mission apporte son lot d'enseignement. À chaque mission, on fait évoluer, en tout cas on confirme la confiance que chacun peut avoir envers l'autre, d'où aussi l'importance des rétextes. Et chaque mission, en fait, apporte quand même son lot d'adrénaline, sa mise en situation de stress. Et il n'y a en fait aucune mission qui ne permet pas de contribuer à l'amélioration individuelle, voire collective de l'unité. On reste combien ? On se rapproche. Ah, on se rapproche. Bon. Alors, je vais passer plus rapidement. Au GIGN, on n'a pas de syndicat, hein, on est militaire, et on est très fiers de l'être, je ne vous le cache pas. Mais pourtant, on a un système de concertation qui est, je pense, le plus abouti possible dans le milieu militaire. Ça ne veut pas dire que tout le monde peut s'exprimer comme il le veut, mais en tout cas, moi, mon bureau, il est toujours ouvert, les gens viennent sans rendez-vous. Et au cours d'un briefing, même le dernier arrivé a son mot à dire et on lui force à prendre la parole au cours du briefing et au cours du retour d'expérience. Voilà. C'est-à-dire que chacun est considéré, chaque parole a son poids. Voilà. Et ça, c'est très, très important pour qu'il y ait cette confiance, j'y reviens, qui se développe et que chacun se sente concerné par cette confiance. Un autre facteur, c'est la responsabilisation. Au GIGN, c'est une unité un petit peu particulière, même si on est militaire. Les gens ont une grande latitude dans leur quotidien, dans leurs entraînements. Il y a des entraînements collectifs qui sont programmés, mais l'entraînement de tir, par exemple, il est beaucoup individuel. Les gens peuvent venir le week-end, le soir, etc. Les gens peuvent venir je ne dis pas à l'heure qu'elles veulent, mais en tout cas, c'est la contrepartie de leur engagement. On leur laisse une grande marge de manœuvre. Voilà. La contrepartie, c'est, je vous dis, en mission, on bascule, on switch, et là, on adopte une position extrêmement rigoureuse qu'ils ont au quotidien, mais en tout cas, c'est la liberté qu'on leur donne pour cette abnégation et cet engagement dans le haut du spectre. Alors en mission, il faut bien évidemment essayer de prévoir tous les canons conformes.
je l'ai déjà dit. Et la bonne initiative, c'est aussi pour ça qu'on la laisse sur une grande marge de manœuvre pour développer des projets. On a énormément d'initiatives dans le domaine de l'innovation. L'innovation, c'est vraiment du bottom-up au GIGN. On a 100 projets actuellement qui peuvent faire l'objet de dépose de brevets. Tous ces brevets viennent de retours d'expérience, mais aussi d'initiatives individuelles par du benchmarking à l'étranger, sur des forums, etc. Voilà, là aussi, une grande marge de manœuvre dans ce domaine-là. Et pour terminer et respecter les créneaux qui m'est imposé, moi je crois beaucoup à la reconnaissance. Et je vais jongler la reconnaissance avec les équilibres. Je vous l'ai dit, le militaire du GIGN, il donne beaucoup, jusqu'à sa vie parfois. Il est parfois même touché dans sa chair, très très souvent touché dans sa chair. Et pourtant, il retrouve une certaine fierté. Alors, je sais qu'en Suisse, il n'y a pas de décoration. Nous, au GIGN, on a quand même un système de chancellerie qui nous permet de remercier. Mais ce n'est pas là-dessus qu'on joue. Nous, la reconnaissance, elle est par la valorisation de leur travail. Et cette valorisation, elle passe souvent, on pense aux opérationnels, et c'est pour ça que je vais venir au jeu des équilibres. Hop, les équilibres sont extrêmement importants dans toutes les unités et encore plus au GIGN. On pourrait les décliner à... J'ai parlé des jeunes et des anciens. Moi, je donne autant d'importance à un jeune qui vient d'arriver parce qu'il arrive avec parfois des idées nouvelles, un regard extérieur, avec cette génération qui est peut-être plus geek et qui a d'autres qualités, certainement d'autres défauts. Et donc, nous, on leur donne beaucoup d'importance. On donne aussi, par contre, beaucoup d'importance aux anciens. Hein. Nous, les anciens, ils sont toujours les bienvenus. Quand je dis les anciens, c'est ceux qui ont maintenant près de 80 ans et qui viennent dans la caserne du GIGN. La caserne leur est toujours ouverte, ils sont invités à tous les événements, à toutes les cérémonies. On a quelqu'un qui, tous les mercredis, c'est son rituel, il a 79 ans et il vient au GIGN prendre son café à la coopérative et je sais que tous les mercredis, je vais aller le saluer. Voilà. Donc je crois que c'est important cette reconnaissance envers les anciens, envers les jeunes, envers les familles aussi, on est très très ouvert sur les familles. Moi, des fois, j'ai des militaires au GIGN, ils viennent avec leurs enfants, avec leurs bébés, parce qu'eux, ils n'ont pas trouvé de système de garde, etc. Moi, ça ne me choque pas, bien au contraire. Ça fait partie de la cohésion, un petit peu du cercle qu'on veut créer. Alors bien évidemment, il ne faut pas qu'ils viennent tous les matins avec ses enfants, ça doit être du ponctuel. Mais en tout cas, les familles sont associées quasiment à tous nos événements. Les familles, si vous venez le samedi ou le dimanche, il y a toujours des barbecues à l'unité avec les familles ou d'autres choses. Alors pour les leviers, pour les remercier, j'en ai pas beaucoup. C'est un petit peu mon problème. Et là aussi, je joue sur cette reconnaissance par rapport aux familles, par rapport à cette liberté d'action. Alors le GIGN, c'est pas une secte. Hein. Pourtant, on a énormément de rites. Combien il me reste ? Pas grand-chose. Vraiment pas grand-chose. D'accord. Concrètement. J'irais dire 30 secondes. 30 secondes. Ouais. Très bien. Bon. Je vais un peu vous dans ce cas, peut-être ce sera sur le jeu des questions, mais ces équilibres, j'essaye et c'est vraiment mon rôle, de les avoir partout. J'ai parlé des jeunes avec les anciens, j'ai parlé des familles avec les opérationnels, le soutien avec les opérationnels, ça aussi c'est souvent un sujet. Hein. On reconnaît souvent les actes d'éclat et c'est toujours ceux qui sont les armes à la main qui commettent, mais on oublie tous ceux qui vont derrière. Mais c'est aussi, moi j'ai d'autres sujets, hein. Le GIGN c'est plusieurs métiers, donc il faut trouver des équilibres entre les métiers. C'est aussi, j'ai un GIGN à Versailles, et maintenant j'ai des antennes un petit peu partout, ces équilibres avec les antennes. C'est les équilibres entre le rayonnement et la discrétion, on est obligé de faire savoir un petit peu ce qu'on fait, en même temps on est obligé d'être un petit peu discret. C'est les équilibres entre la technologie et l'humain, et on en revient à peut-être la question qui allait peut-être être posée entre l'intelligence artificielle et l'intelligence émotionnelle. Voilà. Donc moi je sais pour l'instant où je place le centre de gravité, mais peut-être qu'on y reviendra. Voilà. Merci. Voilà. Général Réty, merci. On a compris que le GIGN avait son fonctionnement particulier. Il travaillait dans ce sens en permanence. Il tient à sauvegarder cet esprit de corps, hein, on peut appeler ça comme ça, d'une manière sans doute un peu différente des autres corps d'armée ou de gendarmerie. C'est vraiment ce qui fait, je dirais, c'est un peu l'ADN du GIGN, dont la réputation, je le disais tout à l'heure, a dépassé les frontières. J'ai une petite question. Il se trouve que j'étais à Marseille, à mon corps défendant, là, au début du mois de juillet. C'était le temps des émeutes. Et je crois savoir qu'une unité du GIGN avait été déléguée sur place. Je me trompe ou pas ?
Non, effectivement. Et c'était, alors, excusez-moi, je vous coupe, ça m'a, j'ai eu, je me suis dit, tiens, GIGN, là, intervient sur un événement qui n'est pas forcément ce qui le caractérise le plus. Explication. Alors, le GIGN, effectivement, on ne l'attend pas sur du maintien de l'ordre ou du rétablissement de l'ordre. Pour autant, c'est une thématique où je pense que le GIGN, et moi depuis 3 ans, j'ai lancé cette réflexion. On s'est engagé sur les grosses émeutes qu'il y a eu aux Antilles, il y a maintenant 2 ans, et on a apporté une réelle plus-value parce qu'on a des savoir-faire, on a des moyens, des moyens de protection, des moyens d'intervention, parfois des modes opératoires, on est peut-être plus furtif, plus véloce, peut-être plus audacieux aussi sur certains cas, et on a apporté, je pense, une réelle plus-value. Et cette réelle plus-value, on l'a déclinée encore un step un petit peu en dessous, parce qu'on reste un outil de la gendarmerie, on l'a décliné au profit des violences urbaines. On n'est pas les seuls à l'avoir fait, je remercie Aldric tout à l'heure d'avoir mis une photo avec les 2 autres unités, donc la BRI qui travaille pour Paris et le RAID qui est l'unité de la police nationale. Et en fait, les 3 unités ont été sollicitées pour apporter leur concours, parce qu'on a des capacités blindées, parce qu'on a des capacités d'interpellation que les autres n'ont pas. Est-ce que c'est une évolution qui pourrait perdurer ? C'est une évolution que moi j'ai souhaitée et qui, j'espère, va être amenée à perdurer. On s'est engagé comme ça sur plein d'autres créneaux. Les nouvelles menaces n'effacent pas les anciennes. Hein. La prise d'otage type Munich reste notre mission prioritaire, mais pour autant, sur ces violences urbaines, on a beaucoup de retours d'expérience sur nos véhicules blindés, sur nos modes d'action, sur notre organisation aussi. Et tout ce qui peut nous faire progresser, qui peut faire progresser la gendarmerie et qui va dans le sens de la protection des citoyens, moi ça me va et je répondrai. C'était concluant, en tout cas. Alors, selon vous? Il y a eu des côtés très positifs. On a aussi fait des retours d'expérience. Il y a des côtés qui sont moins positifs, mais je me dis qu'aux prochaines violences urbaines, parce que statistiquement, en France, il y aura des prochaines violences urbaines, on sera encore plus performant et ça nous aidera sur d'autres crises. Et la cohabitation avec les autres corps n'a pas posé de problème? Alors non, parce qu'en fait, on travaille quotidiennement avec les autres corps. On travaille avec les autorités administratives et judiciaires, on travaille avec toute la gendarmerie, que ce soit du simple gendarme pour un forcené, que ce soit d'une unité de recherche spécialisée pour des affaires de grande criminalité ou des offices centraux. Donc nous, on est un outil qui s'intègre au-delà de la gendarmerie, qui s'intègre dans tous les services de l'État. On est très interopérable avec la police, bien sûr, mais avec aussi les pompiers. On est très interopérable avec les forces spéciales. On est engagé actuellement dans 13 pays du monde. C'est beaucoup de pays. On est en Irak, on est quasiment dans tous les pays du Sahel. On est au Pakistan, on est en protection des ambassades, pour la protection des ambassades, notamment, mais sur la Libye, par exemple, on a été engagé pour la protection de la sécurité civile dans le cadre des grandes inondations. Donc à l'est de la Libye, du côté de Benghazi, on a été tout de suite interopérable avec la sécurité civile, il n'y a aucun sujet là-dessus. Rapidement, 2 ou 3 questions. Oui, monsieur. Okay. On a pris quelques minutes. Merci beaucoup, mon général. Pierre Aubry, cofondateur de la société Intuissance en gestion de crise. Donc vous allez probablement voir où je vais en venir. Par rapport à l'intuition, c'est probablement la seule soft skill dont vous avez parlé qui est propre à chaque individu et qu'on ne peut pas généraliser en tant que valeur. Ma question est la suivante. Comment rendez-vous opérationnel, comment opérationnalisez-vous vos hommes pour qu'ils puissent acquérir dans un temps rapide cette capacité intuitive qui, de fait, pour des jeunes hommes, est moins élevée que pour quelqu'un qui a une certaine expérience de vie, puisque l'intuition est la somme des connaissances et des expériences acquises. Donc, quels outils concrets vous pouvez mettre en place pour entraîner cette intuition? Et puis, je ferai de la pub, quand même pour vous, et j'incite toutes les personnes qui sont là, si elles ne l'ont pas encore fait, de lire votre article sur la gestion de crise et l'intuition en gestion de crise. Merci. Réponse rapide, s'il vous plaît. Ça va être une réponse très rapide. L'intuition se base sur ce qu'on a acquis. Ça peut être dans tous les domaines. Ça peut être dans le domaine de l'intervention, mais ça peut être dans plein d'autres domaines qui fait qu'on a un socle, on a un terreau au fin fond de son cerveau, et que le cerveau va chercher très rapidement et fusionne un petit peu toutes les données. Donc ça passe sur les exercices, ça passe sur les missions, c'est pour ça aussi que j'insiste pour faire encore beaucoup de missions. Et ces missions, ça va aussi sur la variété des missions. Et c'est pour ça que je suis très intéressé de travailler sur les violences urbaines, parce que les violences urbaines nous font travailler d'autres mécanismes, donc renforce notre terreau, renforce notre socle pour pouvoir ensuite mettre en œuvre notre intuition. Une dernière question, pour en finir avec le général Retti, là, devant. 2e rang, merci. Merci, mon général.
vous avez parlé des équilibres, vous avez un devoir de discrétion. En parallèle, et votre responsable communication est là, vous communiquez, vous êtes présent sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Et un troisième volet de l'équilibre, vous avez d'anciens opérationnels, David Corona, Aton et autres, qui font une grande publicité personnelle pour assurer leur deuxième partie de carrière hors GIGN. Comment est-ce que vous percevez justement ces anciens opérationnels qui se servent de leur passé pour se mettre en avant ensuite? C'est une très bonne question. Effectivement, Réponse rapide aussi. on a une certaine lisibilité sur les réseaux sociaux. Pour autant, on n'est pas offensif. Sur notre page Instagram, on poste une fois par semaine, voire une fois toutes les 2 semaines. Et c'est juste des images pour illustrer un petit peu ce qu'on fait. Mais je pense que c'est bien de faire savoir. Faire, c'est bien, faire savoir, c'est mieux. Je ne cherche pas non plus à apparaître dans la presse. Moi, je mets rarement le mot GIGN. C'est la gendarmerie qui est interpellée. Parce que la gendarmerie a besoin peut-être de recrutement. Moi, je n'ai pas besoin de recrutement, puisqu'il faut d'abord être gendarme pour servir au GIGN. Voilà. Après, pour les anciens, vous avez cité David Corona. Beaucoup souvent me citent Philippe Bertrand. Il y en a plein d'autres comme ça. Effectivement, eux, ils sont omniprésents sur les réseaux sociaux. On les canalise. David Corona, quand il passe à la télé, systématiquement, il m'appelle. Il me demande quelle est la limite gauche, limite droite, est-ce que j'ai des éléments de langage à leur faire passer. On a instauré un process avec quasiment tous nos anciens, et on a même donné leur numéro de portable à pas mal de chaînes télé, etc. Et à la contrepartie, c'est nous, on les envoie sur les plateaux, on les envoie dans les médias, mais en contrepartie, c'est vous nous donnez un blanc. Moi, je pars du principe qu'il vaut mieux les canaliser, il vaut mieux les avoir avec soi que contre soi. Voilà, très bien. On va en rester là côté GIGN. Merci à vous. Très bien, nous passons à notre dernier intervenant. En l'occurrence, monsieur Christian Raymond, que j'accueille. Christophe, pardon, excusez-moi. Christian, je me suis trompé. Christophe Raymond, directeur général du Centre patronal. Donc, le centre patronal, c'est bien sûr beaucoup d'activités, le droit du travail, la gestion des associations professionnelles, la formation, et puis je crois savoir aussi les conseils en matière politique. Donc je vous donne 20 minutes, et puis schéma habituel, 10 minutes réservées aux questions. Je vais essayer de ne pas vous décevoir, mesdames et messieurs. Les organisateurs de ce forum ont souhaité que l'appréhension, dans tous les sens du terme, de l'avenir fasse l'objet de quelques considérations en relation avec le monde des entreprises. Je les en remercie. Je les en félicite aussi, à la fois parce que l'économie est au centre de nos vies, parce qu'elle est là à la source de la création de richesses, mais aussi parce que la thématique constitue un enjeu, une préoccupation de tous les jours pour les dirigeants d'entreprise. Je remercie aussi les organisateurs de m'avoir invité. Je ne suis pas certain de les avoir récompensés en choisissant un titre un peu tarabiscoté, mais je crois qu'il décrit exactement cette situation que l'on réclame sans cesse quand on est chef d'entreprise, de la stabilité, de la prévisibilité, mais elles ne surviennent jamais. Il y a chez les chefs d'entreprise un discours récurrent selon lequel l'incertitude trouble les affaires, leurs affaires, et c'est parfaitement exact, et ce trouble est accompagné de l'expression d'une espérance qu'il serait possible d'éviter cette incertitude, ce qui est évidemment totalement illusoire. Ce qui est aussi exact, en revanche, c'est qu'il existe des moyens de penser l'inconnu, dans les entreprises également, et de l'affronter, peut-être de le vaincre. C'est le titre de ce forum. Je vais tenter de les évoquer dans le cours de mon intervention, mais j'aimerais commencer par quelques considérations générales sur les crises et les incertitudes pour souligner que celles-ci sont de toutes les époques. Il y a en effet une certaine prétention, à mon avis, à claironner que tout ne fait que changer autour de nous, parce qu'après tout, cela a été le cas en permanence à chaque période de l'histoire. Les caractéristiques de notre époque tiennent peut-être à la vitesse à laquelle ces changements surviennent, à leur simultanéité, certainement aux moyens d'information inédits, ça c'est vrai, qui nous font crouler sous les nouvelles plus ou moins anxiogènes. Dans l'imaginaire économique que nous nous fabriquons au fil du temps, nous sommes persuadés de traverser, aujourd'hui, mais depuis 15 ans, une période de tumulte absolument inédite. La crise
bancaire et financière mondiale de 2008 sur fond de subprime. Ça a causé une récession dans de nombreux pays. Elle a débouché sur une crise de l'euro et sur une crise d'autres monnaies. Elle a parallèlement provoqué un ralentissement du commerce international, une baisse des prix des produits de base, une explosion de la dette des États. Et puis, parallèlement, on est entré dans ce que les spécialistes considèrent comme la 4e révolution industrielle, celle qui résulte de la numérisation et de l'intelligence artificielle. Et puis, à ces événements de nature économique s'ajoute la prise de conscience du dérèglement climatique, les instabilités politiques qui vont de la difficulté à gouverner certains pays à la revanche des anciennes colonies sur les métropoles européennes. C'est le réveil des anciens empires chinois, russes ou ottomans, tout cela culminant avec la guerre qui ravage l'Ukraine et le Proche-Orient. Eh bien, tout cela est vrai, bien entendu. Tout cela engendre des conséquences parfois très concrètes dans les entreprises qui appellent des réponses ou des réactions qui sont fortes. Et dans notre imaginaire économique, la situation contraste avec un passé qui est en bonne partie idéalisé, comme cela est d'ailleurs très souvent le cas. Dans les esprits de beaucoup d'entre nous, en tout cas ceux de ma génération, la période bénie, celle de la croissance heureuse, ce sont évidemment les 30 glorieuses. Le nom dit déjà tout, ce sont ces années entre 1945 et 1973 qui ont vu s'accroître le niveau de vie de la grande majorité des pays développés. C'est la période de la révolution tranquille et silencieuse, porteuse de changements économiques et sociaux absolument majeurs, dopée par une augmentation de la richesse des ménages, le plein emploi, la croissance démographique, le développement technologique, parce qu'évidemment, il ne se passait rien durant les 30 glorieuses et les chefs d'entreprise pouvaient se consacrer tout entier à leurs affaires sans craindre la moindre perturbation émanant de l'extérieur. Eh bien, durant cette période bénie, on constate en effet une extraordinaire sérénité sur le plan politique. Voici la construction du rideau de fer et du mur de Berlin, la guerre d'Algérie et tous les autres conflits issus de la décolonisation, la menace nucléaire à son paroxysme avec la crise des missiles de Cuba, la guerre du Vietnam ou encore mai 68. Rien ne se passait non plus sur le plan économique global, à part l'avènement de la 3e révolution industrielle, ensuite de l'introduction de l'informatique et de l'automatisation, la diminution drastique des emplois agricoles, la mécanisation de l'industrie, la fin de l'étalon or, pour culminer avec le choc pétrolier de 1973. Je n'évoque pas ces événements pour tenter de vous faire croire que l'époque d'aujourd'hui est celle du nirvana. Je le fais simplement en contrepoint de tous ceux qui pensent que c'était mieux avant et aussi de tous ceux qui considèrent que les convulsions du monde d'aujourd'hui étaient absentes du monde d'hier. Ce n'est tout simplement pas le cas. Le sentiment demeure, pourtant j'en suis conscient, que les instabilités présentes sont d'une nature nouvelle. Oh, pardon, je vous ai... Oui, non, c'est très bien, c'est juste. J'ai cru que je vous avais frustré dans ces magnifiques slides. Peut-être que ce sentiment général existe parce que les déséquilibres interagissent dès lors qu'ils se déroulent simultanément et qu'ils entraînent des effets différents et généralement plus graves que lorsque les crises qui les engendrent se produisaient sans s'ajouter l'une à l'autre. 2 exemples. L'invasion russe de l'Ukraine n'a pas seulement dévasté ce pays, elle a également provoqué un choc dans de multiples systèmes économiques mondiaux, déstabilisant les marchés de l'alimentation et de l'énergie, attisant les tensions géopolitiques comme aussi les flux migratoires. Je pense aussi à la pandémie de Covid-19 qui a soumis les systèmes de santé à une tension accrue, qui a attisé la polarisation politique, sans compter les mesures de relance prises par les pays riches qui ont contribué à engendrer l'inflation et à ternir les perspectives de croissance, comme d'ailleurs les finances de nombreux États. Là encore, rien n'est totalement inédit si l'on se place du point de vue historique, parce qu'il y a évidemment des précédents. Ce qui est en revanche nouveau, c'est ce que j'appellerais l'interconnectivité globale qui atteint une densité qui, elle, est inédite, qui peut avoir des effets de cascade et qui
en tous les cas, dévoile certaines vulnérabilités nouvelles. Mais il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui comme hier, les choses changent, les crises apparaissent, les drames et les joies aussi. C'est en gros ce qu'on appelle la vie. Alors bien sûr, dans un environnement qui est mouvant par définition, il faut tout mettre en œuvre afin de faire face. Pour les chefs d'entreprise, le Conseil général à prodiguer pourrait s'exprimer de la manière suivante. Faites attention. À côté du management de l'opérationnel, un leader, un chef d'entreprise se doit de surcroît d'être un visionnaire et de se projeter dans l'avenir en imaginant tout ce qui va changer. Cette vision doit reposer sur une forte intuition et pouvoir se rattacher à un futur probable et possible. Il ne faut pas craindre de manifester une certaine utopie, sans excès toutefois, et essayer de se projeter dans le temps tout en faisant attention à ne pas être hors sol ou déconnecté de la réalité. Voilà, j'ai parfaitement conscience de la difficulté diabolique de l'exercice, comme aussi de la façon très abstraite dont je viens de l'exprimer. Je me propose donc maintenant de tenter de l'illustrer, de concrétiser tout cela, en insistant tout d'abord sur la nécessité d'identifier les éléments d'importance, de les analyser et de les hiérarchiser. Les événements, les indicateurs à prendre en compte sont extrêmement nombreux parce que l'activité économique est complexe et multiforme. Certains de ces événements nous dépassent, y compris parce qu'ils sont impossibles ou quasi impossibles à anticiper, quand bien même ils ont des conséquences sur l'exploitation qui peuvent être lourdes. L'exemple type est évidemment celui d'une pandémie. Personne n'avait vu venir celle de 2020, quand bien même on nous a expliqué tout à l'heure que nous nous y étions exercés. Mais l'éclatement d'un conflit politique majeur, son exacerbation en un conflit armé avec leur lot de ruptures de chaînes d'approvisionnement, d'augmentation de prix des matières premières ou de composants, de sanctions à respecter même, bien difficile à déterminer. D'ailleurs, dans cette assemblée garnie de spécialistes de la chose militaire et du renseignement, qui peut raisonnablement annoncer si, plutôt quand, les choses se gâteront sérieusement en mer de Chine du côté de Taïwan. Taïwan, dont on sait quel est le plus grand fournisseur mondial de puces informatiques, de scanners, d'écrans, de souris ou de modems. Mais même à propos d'événements plus proches, qui est certain d'anticiper précisément une variation des taux d'intérêt de notre Banque nationale? Qui avait vu venir l'abolition du cours plancher entre le franc suisse et l'euro le 15 janvier 2015, quand bien même on pouvait se douter qu'une telle intervention sur les marchés d'échange serait intenable à terme? Bref, il y a des événements dont il est impossible de prévoir l'avènement. Cela ne signifie bien sûr pas qu'il faille se désintéresser de la géopolitique ou des taux directeurs des banques centrales, bien entendu, et l'attention à cet environnement, même environnement lointain, est utile et inspirante. Mais il ne sert pas à grand-chose pour le chef d'entreprise d'ici, qui est la plupart du temps le chef d'une petite, voire d'une très petite entreprise. Il ne lui sert à pas grand-chose de déployer des efforts spécifiques afin de décrypter ces phénomènes en tant que tels. Ce sont les effets possibles sur l'exploitation qu'il faut essayer de déterminer. J'en parlerai tout à l'heure. Il existe donc ce à l'égard de quoi on est relativement impuissant lorsqu'on est un acteur économique. Mais il existe aussi, tout de même, des événements, des tendances que l'on voit venir et à propos desquelles l'attention doit être constante et soutenue. L'évolution de la technique, lorsqu'elle est en rapport direct avec son activité, mais aussi plus largement en ce qu'elle a des effets sur la société en général. La numérisation qui déferle sur nous, y compris les phénomènes d'intelligence artificielle, constitue l'exemple probablement le plus actuel et emblématique de ce qui bouleverse les modes de travail, en tout cas de nombreux modes de travail, mais aussi un certain nombre de modèles d'affaires. On connaît les exemples les plus célèbres de ces sociétés dont l'existence même
a été remise en question par des changements technologiques dans leur environnement commercial. Vous savez, c'est l'exemple de Kodak qui s'est adapté trop lentement du côté de la photographie à l'avènement du film numérique. Blockbuster, société de location de vidéos extraordinairement profitable avant le streaming et les abonnements en ligne. Nokia, qui n'a pas réussi à suivre lors de l'arrivée des smartphones avec écran tactile. C'est donc une exigence lorsqu'on a la responsabilité d'une entreprise que de procéder, d'opérer une veille proactive à l'égard des avancées technologiques. Et je fais même un pas supplémentaire en encourageant les dirigeants d'entreprise à examiner de manière systématique l'intérêt qu'il peut y avoir à mettre en œuvre telle ou telle technique nouvelle dans leur société. Nous le faisons, nous essayons de le faire au centre patronal. Ça n'est tout de même pas facile, disons, c'est plus facile à proclamer qu'à exécuter. Cette attention à la technique, elle est indispensable parce qu'elle peut contribuer de façon décisive à la fabrication ou à la configuration d'un produit ou d'un service afin de le faire correspondre aux attentes de ses clients. Car voici un autre élément, toujours mouvant et qui doit être au sens des préoccupations, savoir ce que désirent les clients, ce qui implique d'opérer une veille que je qualifierais de sociologique. Parce qu'on peut avoir la meilleure technologie du monde au service du meilleur produit, si le marché n'en veut pas, ce peut être pour différents motifs, des motifs pratiques, identitaires ou comportementaux. La télévision en 3D n'a jamais réussi à percer. Pour un motif tout à fait trivial, personne n'a envie de chausser des lunettes un peu ridicules à chaque fois qu'il allume son poste de télévision. Vous avez envie d'une boisson au cola, eh bien elle doit être de couleur brune. Comme l'a montré l'échec il y a quelques années, échec retentissant de Crystal Pepsi, qui était une boisson au cola absolument translucide. La perception, l'envie du consommateur, les idéaux en vogue, les modes, tout cela joue un rôle. Un chef d'entreprise doit donc s'intéresser à ces grandes tendances de l'opinion publique et à ses attentes, tant individuelles que collectives. Il doit être à l'écoute de la société. Il a aussi le devoir d'anticiper de possibles évolutions réglementaires, qui d'ailleurs surviennent souvent dans la foulée des soubresauts de l'opinion publique. Je ne prends qu'un seul exemple, l'industrie du tabac, qui le sait très bien et qui, pour partie, en tout cas, essaye de se réinventer, parce que la réglementation toujours plus stricte d'aujourd'hui a bien entendu des effets sur ses affaires. Je me résume, mesdames et messieurs, avant d'aborder la dernière partie de mon intervention, les risques, les crises, les perturbations, les inconnus ne vont en tout cas pas en diminuant pour les entreprises, même s'ils sont de tout temps. Il est du devoir des dirigeants de porter une attention constante à leur environnement, sans l'illusion de pouvoir agir de manière déterminante sur les causes de ces changements, mais pour distinguer, hiérarchiser les changements en cours et adapter ce qui peut l'être, que ce soit dans le processus de production ou de commercialisation. Et j'aimerais maintenant donner quelques pistes qui me semblent pouvoir permettre non pas de contrôler ou d'éviter l'incertitude, mais de l'apprivoiser et de mettre en œuvre un certain nombre d'amortisseurs. Faire avec l'incertitude a désormais un nom qu'on entend beaucoup, on l'a d'ailleurs déjà entendu 2 ou 3 fois ce matin, c'est la résilience. À l'origine, c'est un phénomène physique, puis appliqué à la psychologie. Désormais, le terme a investi le champ économique, il désigne la capacité pour les entreprises de résister au choc, d'identifier les vulnérabilités pour atténuer les risques. C'est désormais abondamment théorisé. Il y a une littérature à cet égard, il y a des ateliers à ce sujet, et on rend les dirigeants attentifs à ce qu'il est possible de mettre en place. Parce qu'il existe des éléments et des instruments qui favorisent la résilience, qui contribuent à apprivoiser l'incertitude. J'ai bien dit
apprivoiser dans le sens de faire avec et non pas contrôler ou éviter, tant il est vrai, je l'ai déjà dit, qu'il est vain d'espérer d'avoir prise sur de nombreux éléments externes. La pandémie de Covid-19 a été évidemment la source pour moi, comme pour beaucoup d'autres cette matinée le montre encore, de nombreuses réflexions parce qu'elle nous a fait vivre en direct, de manière très concrète, une crise qu'aucun exercice ne pourra jamais égaler. Je vais donc illustrer largement mon propos d'exemples tirés de cette période. Le premier conseil qu'il faut donner consiste à procéder à ce qu'on appelle l'analyse par les perturbations. On a vu qu'il ne sert pas à grand-chose de se demander quels facteurs externes risquent de survenir. Personne ne peut affirmer si ce sera un tremblement de terre ou l'effondrement du système financier mondial, une explosion des prix de l'énergie ou une nouvelle situation pandémique. Il ne s'agit donc pas d'anticiper ou d'essayer d'anticiper la cause, mais il s'agit d'identifier les possibilités de défaillance qui sont susceptibles de survenir dans un processus de production. Et cela implique d'analyser les types de ces défaillances ainsi que leurs effets, ce qui constitue un gros travail parce que cela oblige à analyser ces processus de production, en identifier les composants, les matériaux, les supports ou les procédures. Lorsque survient la pandémie de Covid et l'injonction, parfois même l'obligation, de ne plus se rendre sur son lieu de travail, eh bien, une entreprise qui est active dans le monde des services en vient très très rapidement à se demander, une fois le premier mouvement de stupeur qui est passé, comment l'activité peut reprendre. Et la réponse à cette question dépend évidemment, nécessairement, de l'accessibilité aux outils informatiques. Et cela implique, bien entendu, l'équipement, ou du moins la disponibilité de PC portables pour les collaborateurs, l'existence d'une infrastructure informatique qui permet d'accéder aux logiciels de gestion de tel ou tel service que l'on commercialise, y compris du point de vue de la sécurité, la mise en place d'un VPN, c'est-à-dire d'un instrument qui permet de transmettre des données en étant isolé d'autres échanges. Voilà typiquement l'analyse qu'il est possible d'opérer lorsqu'on se demande comment répondre non pas à une crise sanitaire, ça pourrait être une grève des transports ou un tremblement de terre, mais à quelque événement qui contraint les collaborateurs à rester à la maison, c'est-à-dire la possibilité de généraliser à brève échéance le travail à distance. En procédant par ces analyses par perturbation, on identifie souvent avec facilité un risque qui peut avoir des conséquences funestes. Je veux parler de la dépendance, et donc de son remède qui a pour nom diversification. Il n'y a pas besoin d'insister très longuement sur les dangers que fait courir la dépendance à un ou quelques clients seulement, qui représentent une part trop substantielle du chiffre d'affaires, ou alors les difficultés qui peuvent naître d'une chaîne d'approvisionnement qui repose sur un fournisseur très spécifique, ou encore un financement trop univoque qui peut mettre un chef d'entreprise très directement sous l'influence de son prêteur ou même de son actionnaire. Alors s'il est aisé de prôner la diversité des chaînes d'approvisionnement, des clients ou des financements, je suis évidemment conscient que cela n'est pas forcément facile à réaliser. J'illustre simplement la chose avec cet exemple tiré de la macroéconomie et qui se réfère aux grandes déclarations sur le monde d'après qui ont animé la période Covid s'agissant du commerce mondial. Depuis une bonne vingtaine d'années, le modèle économique mondial est basé, vous le savez, sur deux principes, c'est la globalisation et les flux tendus. Cela a permis la réduction considérable des coûts de production, ça a conduit au développement d'ailleurs aussi de nombreux pays qui sont devenus les ateliers du monde. C'est un système qui s'est avéré extrêmement efficace avec une abondance de biens à coût très bas, mais on s'est évidemment aussi rendu compte de sa vulnérabilité. Et l'objectif devrait être maintenant, dans le monde d'après, selon les responsables politiques comme selon les dirigeants d'entreprise, de favoriser une politique de découplage de l'économie en créant un marché national stable pour les entreprises et un approvisionnement international diversifié. Là aussi,
c'est beaucoup plus facile à proclamer qu'à mettre en place, parce qu'un tel système est aussi plus cher, parce que les doublons se multiplient et parce que les économies d'échelle sont moindres, le prix des produits tend à augmenter, les bénéfices à se réduire. Pour dire les choses en un mot, cette sécurité-là, elle a un coût. À propos d'argent, j'en viens à un troisième élément qui permet d'améliorer la résilience des organisations en général et que je recommande très fortement aux acteurs économiques. Il faut disposer de réserves financières. Oh, pardon, j'ai décidément... Voilà, mais vous avez ainsi la suite des slides. Voilà aussi une des très grandes leçons du Covid, parce que très vite, lorsque l'activité s'est arrêtée, on a vu un certain nombre d'entreprises, en particulier des indépendants, être prises à la gorge et manquer de liquidité. On a très rapidement, ça a été rappelé par le conseiller national Pointet, mis en place un système de RHT, réduction de l'horaire de travail, qui a permis de faire passer la crise au fond de manière très peu douloureuse pour les salariés, mais ça n'est pas ainsi que ça s'est passé pour les indépendants, dont certains ont été véritablement pris à la gorge. Et il y en a tout de même un certain nombre chez nous. Rien que dans l'institution que je dirige, il y a plus de 12 000 indépendants qui sont affiliés chez nous. La plupart d'entre eux ont des revenus extraordinairement modestes. Alors bien sûr, en Suisse, ce n'est pas le cas de la majorité. Nous savons par un certain nombre d'enquêtes que bon nombre d'entreprises disent avoir suffisamment de réserves pour compenser des baisses de leur chiffre d'affaires annuel, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Les appréciations, vous vous en doutez, varient selon le secteur, la taille, l'âge des entreprises, etc. Les plus petites et les plus jeunes étant les plus fragiles, mais le conseil vaut pour toutes. Autant que possible, remboursez vos dettes, financez-vous grâce à vos fonds propres, constituez des réserves. Tout cela sonne ringard, j'en suis conscient, mais cela permet incontestablement de favoriser la résilience. Et puis j'aimerais enfin insister sur l'importance du facteur humain pour apprivoiser l'incertitude. Lorsqu'une crise survient, il faut regarder les choses en face et affronter les désagréments à bras-le-corps avant que les problèmes ne s'intensifient. L'éruption de l'inattendu exige de la lucidité, du courage, de la rapidité, de la réaction, tout cela a été dit aussi, de la part des chefs d'entreprise, bien sûr, qui doivent donner le ton et qui doivent le transmettre avec un sentiment de confiance aux personnes clés de l'organisation, puis à tous les collaborateurs, afin que ceux-ci conservent ou retrouvent de la motivation. Et tout cela s'entraîne, il y a des cours, il existe des ateliers sur ces questions qui permettent d'exercer les dirigeants, de leur faire se poser les bonnes questions. Il est aussi possible d'exercer un certain nombre de méthodes, de principes de management qui ne se démentent au fond jamais. Il faut tracer un cadre clair, lisible, compréhensible. Il faut avoir confiance en le sens de la responsabilité de chacun dans ses fonctions. Il faut, à mon sens, tolérer une certaine souplesse dans l'organisation. Là encore, rien de bien nouveau dans tout cela, mais évidemment que c'est plus difficile à réaliser lorsque l'environnement devient chaotique. Voilà, j'arrive au terme de mon intervention, que j'aimerais conclure encore en disant ceci. Tout le succès éventuel des quelques mesures que je me suis permis de suggérer est favorisé de manière déterminante, du point de vue économique, par l'environnement dans lequel les entreprises, mais les individus aussi, se meuvent. Et nous bénéficions en Suisse, à cet égard, de plusieurs avantages, je dirais, comparatifs, et dont il s'agit d'avoir conscience. On a des institutions qui sont solides, des autorités réparties à différents niveaux et qui assurent la proximité, c'est pour moi absolument essentiel, une bonne compréhension mutuelle, la paix sociale, qui est un des éléments de notre bien-être, et aussi la sécurité qui reste
assurée à un haut niveau chez nous. Tous ces éléments, nous les considérons comme un dû. Nous avons tendance à les considérer comme un dû, au point que nous n'agissons pas de manière tout à fait systématique pour faire en sorte de les préserver. Je me souviens, il y a quelques mois, de l'intervention d'une personnalité présente dans cette assemblée qui me faisait remarquer aimablement que dans le discours des responsables économiques, il manquait très souvent l'affirmation de cette nécessité de préserver l'un ou l'autre des éléments que je viens de citer et que nous les considérions comme des acquis. Et mon interlocuteur avait raison. Il est aussi de notre responsabilité dans le monde des entreprises de rappeler que cet environnement politique, institutionnel, social, sécuritaire doit être défendu parce qu'il est essentiel. Et lorsqu'il s'ajoute à cet environnement favorable la faculté d'adaptation des entrepreneurs, de ces milliers de petites cellules productives qui s'acharnent et se réinventent, eh bien, je crois, mesdames et messieurs, qu'il y a quelques motifs d'espérer que se perpétue notre prospérité. Merci beaucoup de votre attention. Merci à M. Raymond pour ce brillant exposé qui a bien fait de nous rappeler finalement que, on dit souvent, c'est vrai, c'était mieux avant, mais que ce n'est pas forcément tout à fait le cas et qu'il est aussi important de considérer que l'avenir peut sourire, particulièrement dans le monde de l'entreprise, face aux nouvelles conditions que nous impose l'évolution d'aujourd'hui. Merci à vous. Je vais prendre bien sûr quelques questions rapides pour rester dans l'horaire imparti. Alors, y a-t-il des questions ? Au fond, tout au fond, oui, mademoiselle. Monsieur le directeur, aspirant d'Acosta, êtes-vous inquiet concernant les conflits et les rivalités pour l'accès aux ressources naturelles de plus en plus présents ? Bonne question, déterminante pour les entreprises. C'est une excellente question. La réponse est forcément oui. On en a déjà vu un certain nombre de difficultés apparaître du point de vue de l'approvisionnement énergétique l'année passée. Donc l'inquiétude, elle est là, c'est certain. Je me permets simplement de faire observer que ça ne concerne pas seulement les matières premières, mais il y a dans l'économie d'aujourd'hui un nombre absolument extraordinaire de composants de toutes sortes qui sont fabriqués ici ou là, mais en tout cas pas chez nous, ou en tout cas pas en Europe occidentale, ce qui a évidemment pour effet que les perturbations qui se produisent autour du monde causent des soucis certains dans de nombreuses entreprises. Merci. À ce sujet, est-ce que vous ne pensez pas que dans le cadre de cette globalisation que vous avez évoquée tout à l'heure, que les situations de conflit, que les situations critiques que l'on connaît actuellement et qui pourraient encore se développer, ne pourraient pas finalement encore contenir un peu plus l'économie, la ramener peut-être à une dimension plus locale, entre guillemets? Est-ce que ça vous considérez c'est un risque ou peut-être une manière d'envisager les choses de manière différente? Il y a eu indiscutablement une prise de conscience avec le Covid, les masques qu'on n'avait pas, mais ensuite avec l'Ukraine et le gaz qu'on n'avait plus, etc. Il y a eu une prise de conscience de cette vulnérabilité. Je crois que sans parler des problèmes climatiques qui sont liés aussi. Oui, bien sûr. Oui. Non, tout à fait. Il y a eu une prise de conscience de tout ça. Et puis, on se dit, en effet, il faut veiller à un certain nombre de choses. Monsieur Pointet a évoqué la réglementation relative à l'approvisionnement économique du pays. C'est des choses qui sont là. Mais encore une fois, pour mettre vraiment les choses en œuvre, c'est extraordinairement difficile. Je n'ai pas entendu dire que pour prévenir le drame que j'ai annoncé tout à l'heure de l'envahissement un jour ou l'autre de l'île de Taïwan, on s'était mis en Suisse à développer une industrie qui s'en venait fabriquer des milliers et des milliers de microprocesseurs. On ne le fait pas parce que une énorme partie de notre économie aujourd'hui, absolument énorme, elle reste malgré tout fondée sur des échanges mondiaux et internationaux. Donc le risque existe. Les risques existent. Il est là. Oui, il est là. Une dernière question, s'il y en a une. Non. Ah, si, mademoiselle. Allez-y. Monsieur le directeur aspirant Ramirez, comment aider les employeurs et les entrepreneurs à gérer la frustration lors de situations imprévisibles ? Question
c'est une question que j'ai envie de prendre comme celle que l'on poserait à un père de famille qui a élevé 3 enfants. C'est un peu la même chose. La vie est remplie de frustrations et d'échecs qu'il faut surmonter, etc. Surtout, il ne faut pas trop se regarder le nombril. Voilà, je dirais les choses comme cela, madame. Il ne faut pas trop se regarder le nombril, un tout petit peu, juste pour voir s'il est bien propre et s'il est toujours au bon endroit, ce qui en principe est le cas. Et puis ensuite, il faut lever la tête et puis regarder au-delà de son bout de nez. Voilà pour la réponse un peu imagée que je vous ferai. Parce que mon intuition me dit que vous devez avoir soif et faim. Très bien. Merci, M. Poindet, pour votre brillant exposé. C'est un plaisir de vous écouter. Je vais repasser la parole au colonel Bergonzoli qui va conclure donc cette réunion, cette brillante réunion. En tout cas, moi, j'ai eu énormément de plaisir à participer à ce moment avec vous. Les intervenants étaient tous des personnages, des personnes de qualité. On a appris beaucoup de choses et je les remercie à titre personnel. Merci en tout cas. À vous, colonel. Merci, cher Hubert. Mesdames et messieurs, au carrefour des théories et des faits, ce 16e forum nous invitait à la fois au retour d'expérience et au repérage d'enseignement. Dès lors, redoutable honneur que d'apporter succinctement, je vous le promets, et de surcroît à chaud, un essai de synthèse suite à une journée intense de réflexion, grâce au concours éminent des personnalités qui se sont exprimées. Une journée de réflexion qui, je l'espère, vous aura permis d'être sensibilisé à certains enjeux et surtout de repérer certains éléments pour mieux les contrer. L'ordre du monde, d'abord. En préambule et très sommairement, je vous invite à poser quelques jalons sur l'ordre du monde marqué par des perspectives divergentes. Le monde ressemble à un navire sur une mer agitée. Toute la sagesse qui nous anime ne sera pas de trop pour stabiliser cette mer afin de retrouver un cap. En moins de 3 ans, nous avons été frappés par de multiples chocs que mes prééminents ont largement débattus. Le chaos menace donc et la structure de l'ordre mondial du XXIe siècle se relève déficiente. La juxtaposition d'enjeux géopolitiques classiques, compétition de puissance, ambition impériale, lutte contre les ressources, et d'enjeux globaux, changement climatique, pandémie, numérisation des activités, est complexe à appréhender par les autorités publiques, les organisations internationales et les entreprises. De surcroît, elle inflige des souffrances incommensurables aux populations, avec des dégâts systémiques, notamment dans les pays les plus pauvres. Sous l'influence de l'évolution des mœurs et des progrès de la connaissance et des technologies, l'actualité imprévisible redouble de complexité inéprouvée. En bref, l'ère de la mondialisation heureuse, comme l'a dit M. Raymond, semble s'achever. D'ailleurs, les chocs de politique internationale épargneront de moins en moins l'activité des entreprises, cela a été dit par M. Raymond également. Dès lors, la reconstruction d'un système international est un véritable défi à envisager. Entreprises, institutions, des champs à maîtriser. Dans cette perspective, on regarde la complexité du thème de ce forum. Nous garderons à l'esprit peut-être 4 paramètres ayant jalonné cette journée. 4 V. Vision, valeur, volonté, vitesse. Ces 4 paramètres devraient nous appuyer dans le développement, non pas d'une doctrine à sens unique, mais d'une méthode de pensée permettant de hiérarchiser les événements et choisir les procédés les plus adaptés pour penser, affronter et vaincre. La vision. Une vision ordonnée est indispensable. Il ne doit pas s'agir d'une illumination, mais bien plutôt d'une construction à force de débats, de réflexions et d'échanges, tels que nous vivons ici à Champéry. C'est la construction d'un futur auquel on aspire, un destin que l'on entend maîtriser. Cette construction doit nous inciter à regarder vers l'avant, en se projetant au-delà et en traçant des voies dans l'inconnu vers un dessein d'avenir. Les valeurs. La vision doit défendre des valeurs à défendre, à promouvoir, à partager, bref, à faire vivre. À cet effet, il s'agit de se mettre dans une logique d'organisation dynamique, donc proactive. Ne pas se contenter de typologies de risques dans de domaines particuliers, mais de s'interroger. Que devons-nous éviter? Que devons-nous réaliser? Quelles valeurs devons-nous promouvoir? Déterminer la place et l'importance de l'homme mise en évidence par le général Réty, ses compétences, son rayonnement, son engagement et finalement son courage. La volonté. Par leurs interventions, les orateurs ont confirmé la nécessité d'une ferme volonté
Il n'y a pas de vision sans volonté. À cet égard, il s'agit de réinventer, beaucoup réinventer, pour affronter les ruptures et piloter les activités vitales de l'entreprise ou de l'institution. Et pour ce faire, apprendre à être en état d'alerte. Dans cette perspective, et parce que les surprises sont inévitables, il s'agit de les anticiper. C'est ici qu'intervient la formation à l'anticipation par l'identification et l'évaluation des menaces assorties de mesures préventives adéquates, l'approche transverse dans la verticalité, l'horizontalité de postures et actions sécuritaires. Et enfin, la vitesse. C'est celle d'un voyage dans l'espace et le temps avec une remise en question des valeurs habituelles, en bannissant les préjugés, les préventions, les idées arrêtées, les opinions ou options admises sans discussion. La vitesse, c'est aussi avoir à la fois un œil sur le microscope et sur le télescope, c'est-à-dire réfléchir sur plusieurs horizons de temps, être dans la gestion de l'urgence, tout en ne perdant pas de vue le moyen et le long terme, surmonter l'engouement actuel pour l'immédiateté en proposant un horizon convaincant, inspirant, attirant et focalisant des valeurs et des volontés. Devant la multiplication des défis, il importe d'identifier les principaux ajustements à l'œuvre et de les relier aux questions de long terme. Dans l'esprit de l'ancien président Sarkozy, qui disait « Le temps ne nous appartient pas et la vitesse d'exécution est la meilleure, pour ne pas dire la seule, marge de manœuvre ». Conclusion. L'Académie de police de Savatan a démontré une nouvelle fois sa capacité à initier une rencontre de niveau académique. Il faut vouloir réussir. À cet égard, gardons à l'esprit que chaque crise est une occasion, que l'avenir est dans l'interdisciplinarité, cette capacité de réfléchir de façon transversale. Cela appelle à la fois des capacités de discernement, d'imagination et d'action. À l'épreuve des faits, les interventions et les discussions de ce jour vous auront certainement rendu attentifs sur ce qui doit être observé, conçu, théorisé et maîtrisé. Alors aujourd'hui, il est très difficile, en raison du caractère émotionnel des sociétés contemporaines et de la prédominance de l'instantané médiatique, d'organiser une réflexion approfondie. Ce forum connaîtra néanmoins une nouvelle édition l'an prochain, le vendredi 1er novembre 2024, à Puy. Je vous exprime ma reconnaissance pour votre attention et votre intérêt. Je vous souhaite un agréable week-end et une bonne rentrée. Et avant de vous inviter à profiter du buffet que notre cuisinier vous a préparé, je vous remercie d'adresser vos applaudissements aux orateurs du jour et à toutes les équipes qui ont préparé cette magnifique édition du Forum Sécurité Chablais. Merci.